So for those who want to have translation into English, you can just click the interpretation feature on the bottom of your screen and choose English. You will have more details in the chat box. Thank you. All right. Bonsoir à tous. Je crois que on peut commencer. On est très nombreux. Je suis vraiment ravie. Je suis ravie de vous compter parmi nous aujourd'hui pour notre panel de discussion intitulé La question raciale à travers les frontières. Comment parler du racisme et du concept de race en France. The call will be translated into English. Please check the comment box for more details on how to access it. La conversation sera conduite en français et traduite en anglais par une formidable équipe de traductrices, Adeline Ducrest, Anouk Francis et Sarah McGrath, qui se sont portées volontaires ce soir pour assurer la traduction du français vers l'anglais. Merci infiniment pour votre soutien et pour votre disponibilité qui est particulièrement bienvenue. Je tiens à préciser que ces expressions bénévoles, qu'elles ne sont pas interprétées, qu'elles ne sont pas interprètes professionnelles. Je vous serai donc reconnaissante d'être particulièrement bienveillante avec elles. Et pour les panélistes, merci de ne pas parler trop vite et de bien articuler pour leur faciliter la tâche. Sachez également que nous ferons des pauses de quelques secondes toutes les 20 minutes à peu près pour faire la rotation entre les interprètes parce que c'est un travail très lourd. Merci encore à elle, à Maher et à toute l'équipe de WCAPS qui ont participé à la préparation de ce panel. Je vois qu'Assa nous a rejoint. Hello Assa, ravie de te voir. Lin Lan également. Mam Fatouniang, ravie de vous avoir parmi nous. L'événement s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de l'initiative Race Across the Pond, How to Talk About Race and Racism, un projet initié par le Think et Do Tank Women of Color Advancing Peace and Security, ou WCAPS pour les intimes. Cette série de conversations explore les notions de race et de racisme de façon intersectionnelle, leur impact sur la sécurité des populations minorisées et racisées dans le monde, et les menaces qu'elles représentent pour la paix et la sécurité à l'échelle globale. L'objectif est d'analyser les mécanismes auxquels ont recours les systèmes raciaux et racistes en faisant appel à un large éventail de perspectives. Notre ambition est de mettre à l'honneur les voix des femmes de couleur ou les femmes non blanches en fonction de comment traduire, participer au changement et de faciliter la réflexion et l'échange d'expériences, de stratégies, d'idées et de bonnes pratiques pour transformer les mentalités institutionnelles et individuelles et lutter ainsi contre les inégalités produites par le racisme, l'idéologie de la suprématie blanche et les discriminations qui sont basées sur le genre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais introduire une femme formidable et le pilier fondateur de WCAPS, Madame l'ambassadrice Bonnie Jenkins. Bonnie Jenkins est la fondatrice et la directrice exécutive de l'organisation WCAPS. Hi Bonnie, could you please give us some few words, please? Thank you so much. First of all, thank you for doing this, Sarah. I really, really do appreciate your taking the lead on this. And so happy to be here with all of you. I'm only going to take a little time because I'm not the feature person here. It's all of our wonderful panelists who are here. And first of all, I also want to thank volunteer translators here who's helping us and
to interpret all of what's going to be going on. So just very briefly, WCAPS was started in 2017 with the goal of really trying to diversify the discussions and policies on peace and security and foreign policy that affect so many people around the world, particularly women of color. The issues of peace and security, the lack of peace and security affect women of color around the world predominantly. And yet our voices have not really been in the foreign policy spaces. And these issues affect us predominantly. That we need to change that. And that was really the basis of establishing the organization. But since that time, the organization has really grown. And not only are we looking at issues of large peace and security, but we also focus a great deal on domestic issues. And the fact that we have to have these voices also on domestic policies and look at the ways in which domestic and foreign policies interact to affect the security of all of us around the world. So it's really wonderful that you are here and that we're having this discussion on race across the pond. The organization has been really fortunate. We've grown. We have 5 chapters. We have a chapter in the U.S., in New York and on the West Coast. We also have our chapters, of course, in France, in the UK, and also in Ghana. And we're going to be launching a chapter in Atlanta, Georgia, in the U.S. in February. We also have a number of work groups that look at a number of wide-ranging issues in peace and security, everything from climate change and infectious disease to what they call hard security, which is weapons of mass destruction, and everything in between. You can also visit the website to get more information on the organization, and we hope that many of you will look into joining and being a member. With that, I'd like to go and turn it back over to our excellent person who pulled this together for us, Sarah, to lead us into our discussion, which we're all looking forward to. And I would also like to thank all of my team back in headquarters who also put this together. So back to you, Sarah. Thank you very much, Bonnie. I really appreciate. I hope that translation, I don't know if the translation went on the other side, but that's where when I realized that translating is so difficult. It's a real work. But basically, pour traduire rapidement en français, donc Bonnie Jenkins est la fondatrice, comme je l'ai dit, et la directrice exécutive de WCAPS. Il y a plusieurs chapitres à cette organisation qui a été créée à l'origine pour faire avancer le leadership, le développement professionnel des femmes non blanches dans le secteur de la paix, de la sécurité et de la transformation des conflits dans le monde, et également pour amener ces voix, porter ces voix dans le secteur et sur les discussions nationales et internationales à propos des politiques publiques et politiques internationales. Merci infiniment, Bonnie, pour cette intervention. Je vais poursuivre. Le site internet sera partagé dans la boîte à commentaires par ailleurs. Avant de commencer la discussion, un petit rappel pour le bien-être de tous ici. Veuillez garder vos microphones coupés tout au long de l'événement, s'il vous plaît. Évidemment, ça ne concerne pas les panélistes. En revanche, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous serions ravis de vous voir. Donc, n'hésitez pas à allumer votre caméra. Et par ailleurs, il s'agit d'un espace de bienveillance et de respect. Je suis persuadée qu'il est inutile et futile de le préciser, mais par précaution, je préfère quand même le rappeler. Donc, aucun comportement malveillant, insultant ou irrespectueux ne sera toléré. C'est toujours bien de le rappeler. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre, comme je l'ai dit, des 4 coins du globe, et nous tenons à vous remercier chacun d'entre vous pour votre présence et pour la diversité de cette audience. C'est assez incroyable et impressionnant. Et ça nous conforte aussi dans l'idée qu'il s'agit d'un sujet qui touche et intéresse absolument tout le monde et qu'il est urgent qu'on ait cette discussion. Donc merci. La discussion durera à peu près 1h30. Gardera à peu près une vingtaine de minutes à la fin de la discussion pour les échanges avec l'audience et pour les questions. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions dans la boîte à commentaires. Avant de passer la main maintenant je passe la main à Sherazade, qui sera ma collègue pour animer cette discussion. Elle est diplômée de l'EHESS en études sur le genre et elle m'accompagnera donc pour la modération et les questions. Sherazade, je te passe la main, merci.
Bonjour à toutes et tous, merci Sarah. Aujourd'hui, nous aborderons les concepts de construction de la race et de l'identité française à la lumière du contexte actuel. Nous parlerons de la façon dont l'héritage du colonialisme a façonné la société française et comment il continue d'impacter les mentalités collectives et les institutions. Nous approfondirons la manière dont les communautés non blanches en France ont été touchées par les événements récents. Enfin, nous réfléchirons toutes et tous ensemble aux moyens de créer une communauté nationale plus apaisée et cohésive. Le cadre étant posé, je suis heureuse de vous présenter nos intervenantes du jour. Pour commencer, Assa Traoré. Assa est une figure internationale de la lutte contre le racisme et les violences policières en France, activiste française, maman de 3 enfants. Assa est la grande sœur d'Adama Traoré, mort dans la caserne de gendarmes de Persan à la suite de son interpellation par les forces de l'ordre en 2016. Elle est la fondatrice et la porte-parole du comité Vérité et Justice pour Adama, qui réclame justice dans l'affaire juridique de son frère Adama Traoré. Souvent rapprochée du mouvement Black Lives Matter dans les médias internationaux et comparée à Angela Davis, qu'elle a rencontrée en 2018 et dont elle a reçu le soutien, Assa est la récipiendaire du Beat Global Good Award 2020. Il y a quelques jours, Assa a fait la une du magazine international Time, qui honore sa force de caractère et son engagement exemplaire. Notre deuxième intervenante est Mam Fatou Nyang. Mam est maîtresse de conférence à Carnegie Mellon University en Pennsylvanie, au département français et francophone. Elle travaille sur la question noire, l'antiracisme et l'universalisme en France. Elle s'intéresse également aux questions urbaines dans la littérature française contemporaine. En 2015, elle co-réalise Marianne Noire. Elle a également réalisé une série photo sur les musulmans parisiens, Black, French and Muslim. Contributrice pour Slate, Rosa Luxembourg ou Jacobin Mag parmi d'autres, Mam a récemment publié le livre Identité française, un ouvrage qui interroge les processus de marginalisation et de cooptation dans la communauté nationale à travers une étude de discours sur les banlieues. Notre troisième panéliste est Linh Lan Dao. Linh Lan est journaliste à France Info Télévisions pour l'émission de fact-checking Vrai ou Fake. Elle est également l'auteure de la chronique Oh My News, qui aborde des sujets d'actualité en dessin avec une pointe d'humour et d'inspiration manga. Depuis 2017, elle prend régulièrement la parole pour dénoncer le racisme anti-asiatique en France. Sa vidéo Ne me dites plus jamais Ching Chong est un succès et totalise près de 3 millions de vues sur Internet, contribuant à la lutte contre le racisme et les stéréotypes envers les membres des communautés asiatiques. Enfin, notre dernière panéliste est Sarah Bourouche, experte humanitaire, paix et sécurité. Elle est la co-directrice du chapitre France de WCAPS et également conseillère et partenaire stratégique de Women for Women France. Sarah est une activiste engagée sur les sujets de lutte contre le racisme et les discriminations basées sur le genre. Elle est spécialisée sur les questions de consolidation de la paix, de prévention des conflits armés, de justice socio-économique et de sécurité humaine, avec une spécialisation sur les déplacements de population et les groupes minoritaires. Sarah possède une vaste expertise sur la gestion de réponses humanitaires d'urgence en zone de conflit armé et post-conflit. Elle a vécu et travaillé en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et aux Caraïbes. Les présentations étant faites, commençons la discussion avec une première question. Pourriez-vous nous parler un peu plus de votre parcours et de ce qui vous a poussé, voire précipité à prendre la parole et porter votre voix dans la lutte contre le racisme et les violences systémiques? On aime aussi inviter nos panélistes à s'exprimer autour de la notion d'identité personnelle. Pourriez-vous partager avec nous là ou les façons dont vous vous définissez en termes d'identité? Est-ce que Sarah, tu veux répondre? Oui, bien sûr. Merci d'abord, Sherazade. Pour répondre à cette question, je dirais que mon identité, en fait, ça dépend de la manière, en fait, de qui je parle, qui me pose la question. Mon identité administrative, ça va être mon nom, mon prénom, ma nationalité, française, Sarah Bourouche. Mais en revanche, quand je parle de ma propre identité, de comment je m'auto-définis, là, on passe sur un champ qui est beaucoup plus large.
Et en l'occurrence, je m'identifie, je suis française, je suis une femme française, je suis née et j'ai grandi à Paris. Je suis d'origine tunisienne, je suis africaine, européenne, arabe, musulmane. En fait, je suis traversée par des influences traditionnelles et contemporaines. Je suis traversée par une multitude d'identités, et je crois que ce qui est important, c'est vraiment de dire que ce sont des identités multiples qui se superposent, qui ne se nient pas et qui fonctionnent en complémentarité. Ça a été très difficile pour moi pendant très longtemps parce que j'ai souvent, pardon pour mon langage, mais souvent eu le sentiment d'avoir le derrière le cul entre deux chaises, voilà, entre la France et la Tunisie, entre l'Europe et l'Afrique, au milieu de la Méditerranée, et sans jamais savoir où me positionner. Et aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à concilier ces différentes identités. Et je crois également que j'ai pas souvent je parle pas souvent en fait de moi et de moi en tant que personne. En général, j'interviens à travers mon travail, à travers mes missions humanitaires ou autres. Et donc, je pense qu'à un moment donné, en fait, j'en ai juste un petit peu ras-le-bol, qu'on prenne la parole à notre place, et que j'ai considéré, particulièrement dans mon domaine, qu'il était important, donc dans la coopération internationale, que les voix des personnes qui sont issues des minorités ethniques, on va dire, ou religieuses, puissent s'exprimer par elles-mêmes, et en particulier les femmes. Je vais passer la parole, du coup, je vais balancer le ballon à quelqu'un d'autre. Et sous les yeux, j'ai Assa, donc je vais te lancer ça, Assa. Est-ce que tu veux répondre? On t'entend pas. Bonsoir à vous tous. Merci en tout cas pour cette invitation ce soir. Effectivement, il y a beaucoup de monde. Moi, si je dois me présenter, je vais reprendre juste la représentation qu'elle a dite au début. C'est juste que ce que je reprends à chaque fois quand on me présente. On me présente sur toutes les formes, sauf en tant que famille de victime. C'est important de restituer et de dire que Assa Traoré va être ce qu'elle est ou autre chose. Assa Traoré et sa famille sont d'abord une famille de victimes, parce que mon frère est mort et mon frère s'est fait tuer. Et c'est important de préciser et de mettre les mots, parce qu'on est dans un système où où les gendarmes ou les policiers sont positionnés dans le rôle de victime et nous de criminalisation. Donc quand on n'impose pas et quand on ne le dit pas, c'est comme si on acceptait ce rôle de victimisation qu'on leur donnait à eux. Donc moi je me présente Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré, famille de victimes. Mon frère a été tué le 19 juillet 2016 et ça fait 4 ans qu'on se bat. Mon frère est mort le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Mon frère voulait juste faire un tour de vélo et il va mourir ce jour-là parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité et il va porter le poids de ces 3 gendarmes qui vont lui faire subir un plaquage ventral ce jour-là. Mon frère va leur dire je n'arrive plus à respirer. Ce jour-là, ils vont avoir un droit de mort sur la vie d'Adama Traoré. Ils vont décider qu'Adama Traoré allait mourir. Et depuis, avec ma famille, on se bat pour avoir la vérité et la justice. En tout cas, dans la mort de mon petit frère, on arrive sur bientôt 5 ans. Si je dois me présenter, c'est d'abord au nom de mon petit frère, hein, parce que comme je dis, il n'y a pas d'Assa Traoré s'il n'y a pas d'Adama Traoré. Donc c'est important de restituer aussi son nom et vraiment parler en son nom, parce qu'on est dans un système où on est dans une déshumanisation de nos frères, où nos frères n'ont même pas de nom, ils sont même pas considérés. Donc c'est important. C'est Adama Traoré, Assa Traoré, sœur de Adama Traoré, et j'ai écrit 2 livres, Lettre à Adama et Combat Adama. Et dans ma présentation, ce que je peux dire, c'est que Adama Traoré, son histoire, elle commence pas le 19 juillet 2016, mais elle commence aussi avec tout ce qu'on est
et tout le bagage avec lequel on a grandi. Un père qui quitte le Mali à l'âge de 17 ans, sac à dos au dos, et qui va traverser plusieurs pays d'Afrique et d'Europe pour venir construire sa famille. L'histoire d'Adama Traoré. Adama Traoré, c'est aussi le petit-fils de grands-parents qui ont fait la guerre 39-45 en France, et que un va mourir et que l'autre va partir avec une jambe en moins. L'histoire d'Adama Traoré, c'est un grand-père qui va mourir aussi chef de village chez nous au Mali. L'histoire d'Adama Traoré, c'est qui aussi portait le nom et qui porte le nom Traoré et qui veut dire guerrier. Donc voilà, en tout cas, dans ma présentation de ce que je peux dire. Et aussi dire que dans ce combat-là et dans ce qu'on porte, on a mis les frères d'Adama Traoré en prison, tous les petits frères d'Adama Traoré, depuis 4 ans. Et on porte plainte aussi contre la sœur d'Adama Traoré qui aujourd'hui, face à vous, 4 plaintes et 2 mises en examen parce que j'ai dit cette phrase: Adama, les gendarmes t'ont tué, ne tueront pas ton nom. Donc voilà, si je peux vous faire une présentation de qui je suis, voilà ce que je peux vous dire. Merci à ça. Merci vraiment. Difficile de passer à autre chose après ça. Qui veut se lancer On t'entend pas, Mam. Alors ça c'est la phrase de l'année, tu es silencieux. Non, pour rebondir sur ce que Assa vient de dire, sur ce que tu as dit, Sarah. Pour moi, une chose qui a été absolument importante pour me lancer dans ce cheminement-là, que ce soit mon cheminement en tant que chercheur ou mon cheminement en tant qu'artiste, réalisatrice, photographe, c'était cette notion d'identité, et c'était ce que Maboula dit souvent, c'était un questionnement extrêmement égoïste qui partait d'abord et de dire qu'est-ce que c'est d'être dans un pays où on est constamment considéré vu comme étranger, constamment vu comme étant de la périphérie, mais il n'y a rien dans notre vocabulaire national. Tout dans notre vocabulaire national nous pousse à penser universaliste, à penser un. On nous dit qu'il n'y a que 2 catégories dans la population, les citoyens et les étrangers, mais on se rend compte au fur et à mesure des expériences avec l'école, à l'adolescence, qu'il y a de facto une citoyenneté de seconde zone, mais qui n'est marquée nulle part, mais qui est marquée sur nos corps et qui est marquée sur des expériences comme celle que dont Assa a pu parler. Et donc moi je me suis mise sur le chemin de ces identités-là, d'essayer cette mosaïque dont tu as parlé par rapport à ta propre expérience, Sarah, et de me dire voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que d'être noir et français, noir en France, dans un pays où on nous dit que la francité, notre constitution nous dit que la francité est une et indivisible, qu'on ne peut pas la mettre en trait d'union, on ne peut l'associer ni à l'ethnicité et à la religion, et me dire mais qu'est-ce que ça dit sur moi et qu'est-ce que je fais de cette diffraction-là que je sens, et j'espère qu'on va pouvoir revenir dessus, pour lequel il n'y a pas de mots dans notre vocabulaire de recherche académique, il n'y a pas de mots, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc voilà, moi j'ai envers et tout, me lancer à la recherche de ces mots-là en partant, et je le répète encore, de mon expérience personnelle, d'ancrer cette recherche-là sur mon parcours en tant que noire française issue du Sénégal. Milan? Yes. Alors, moi je me suis française, hein, c'est écrit sur ma carte d'identité, d'origine vietnamienne par mes 2 parents. Donc je me considère comme fille d'immigrés. Comme toi, Sahara, j'ai le cul entre 2 chaises. Comme toi, Mme Fatou, j'ai eu cette expérience permanente d'altérité, c'est-à-dire que t'es française, hein, normal. Et puis à plusieurs reprises, à plusieurs endroits de ta vie, on va te rappeler en fait que tu n'appartiens pas au pays, et ça c'est quelque chose de très 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 difficile. Et même quand tu rentres au pays, entre guillemets, je rentre au Vietnam par exemple, moi on va m'appeler la française. Donc tu as ce côté identité, comment est-ce que je me construis, est-ce que je fais un choix ou pas entre mes 2 identités, et c'est que maintenant que j'apprends à accepter mes 2 héritages comme positif. Et moi, j'ai eu un réveil plutôt tardif, en fait, par rapport au racisme. Déjà, quand j'ai vu Zhang Shaolin se faire tuer en 2016, donc couturier d'Aubervilliers chinois qui s'est fait tabasser à mort. Donc, j'ai compris que en fait, ça pouvait toucher les Asiatiques, même si, voilà,
je considérais le racisme ordinaire comme une sorte de racisme. Quand je le vivais, je pensais que j'étais seule à le vivre. Et quand j'ai fait une vidéo qui s'appelle Ne me dites plus Ching Chong, où je dénonce ces microagressions que les Asiatiques peuvent vivre, j'ai eu tellement de messages de personnes qui ont dit qu'elles avaient vécu la même chose, que j'ai trouvé ça, entre guillemets, à la fois rassurant et scandaleux. Rassurant parce que je me suis dit, bon, je suis pas dans un délire, je suis pas la seule à vivre ça, mais scandaleux dans le sens où en fait, on est vraiment très très nombreux à être touchés par cela. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant journaliste, je fais un pas en améliorant peut-être la représentation en fait des personnes racisées dans les rédactions. Et il y a du progrès à faire là-dessus. Je rebondis sur ce que tu dis, Linlan, parce que je trouve que toutes les interventions sont super intéressantes et qu'il y a un vrai problème qui ressort en fait de chacune de nos interventions d'ailleurs. C'est dans cette construction de l'identité, l'aspect universel qui nous est vendu depuis toujours, qui est il y a le français, le citoyen, on est tous français et égaux devant la loi, mais en réalité dans nos expériences au quotidien, dans notre vie au quotidien, on constate que c'est pas forcément vrai et que non seulement c'est pas forcément vrai, mais c'est surtout que ça peut on constate la violence qu'on peut vivre et subir dans notre corps, dans notre mental également, à travers les médias, à travers les discours politiques, à travers aussi le collectif, que quelque part on a du mal à s'identifier à l'identité française telle qu'elle nous est vendue aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure sur comment créer justement cette appartenance à la société française. Il faudrait retravailler un petit peu cette notion. Je te repasse la parole du coup. Excuse-moi, Charlotte. Quand on parle d'ailleurs de lutte antiraciste, on entend peu parler du racisme anti-asiatique. Le racisme envers les communautés asiatiques a pourtant toujours existé, avec de nombreux vieux stéréotypes qui persistent en France. Récemment, la violence envers les personnes asiatiques ou d'origine asiatique s'est d'ailleurs particulièrement développée en France. Comment on pourrait expliquer ça? Est-ce que, Linlan, tu pourrais répondre à la question? Effectivement, il y a eu une sorte de manque de médiatisation d'un racisme d'un racisme anti-asiatique qui a toujours existé. Et donc, on peut parler vraiment de deux tournants. Tu as eu le tournant de Zhang Shaolin, donc couturier chinois d'Aubervilliers, qui a été tabassé à mort parce que ses agresseurs pensaient qu'il avait de l'argent sur lui, donc un préjugé positif. Et quand cet homme et tout le monde a pris conscience que les Asiatiques pouvaient être ciblés à cause de leurs origines, à cause de leur couleur de peau. Donc ça, c'est un tournant, et c'est là où les médias ont commencé à se réveiller en se disant ah ouais, il y a peut-être un problème. Et le deuxième tournant, effectivement, c'est le Covid. Donc le fait que le virus venait de la Chine, il y a des personnes qui ont agressé verbalement d'autres personnes asiatiques, c'est-à-dire que ça pouvait être des Vietnamiens, des Chinois, des Thaïlandais, des Japonais, Coréens, n'importe. Mais oui. Ah, je t'entends pas. Sarah, ton micro est désactivé. Ah bon? Ah bah oui, pardon. Désolée. Donc je disais, je peux te laisser finir ta phrase, Linlan, excuse-moi. C'est juste pour dire qu'on va faire une petite pause de quelques secondes après ta phrase pour que les traductrices puissent se relayer. Bien sûr. Une pause maintenant, tu veux dire Je te laisse terminer ta phrase. Ouais, bah écoute, oui. Donc il y a une certaine visibilisation à cause du Covid, parce que il y a des agresseurs qui vont asiatiquer des personnes, qui vont les prendre pour des Chinois en fait, et ne pas hésiter à les insulter, à leur dire qu'ils sont à l'origine du virus, à les éviter, voire à les tabasser gratuitement, c'est-à-dire sans leur voler de l'argent, mais les tabasser pour les tabasser. Et ça, c'est deux choses qui font que le racisme anti-asiatique est plus médiatisé. Merci. Du coup, Maher, you can
and the translator, you can do the shift. Please let us know when we can start again the discussion. Thank you. C'est les aléas avec la traduction en direct. Je parle peut-être un peu vite. Non, je pense que ça devrait... Enfin, je suis pas traductrice, donc je peux pas dire. Ok. Donc a priori, il y aurait un petit souci technique. Sarah, Sarah est donc l'une des traductrices également. Est-ce qu'il y a besoin d'un coup de main ou En fait, bonjour tout le monde. En fait, la traductrice Anouk, qui est absolument formidable, elle a on a du mal de l'attendre. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on continue. Moi, si je peux parler, Meher, si vous voulez, Meher, if you wanted to add me as a translator for the next little bit, I'll give it a go. I'm not as talented as Anouk and Adeline, so I do apologize to our English listeners. I'm going to do my absolute best. So if Meher, if you wanted to organize that. And then after a little while, maybe Adeline, you can come back in. And I'm sorry to interrupt with this. Pas de souci. Merci beaucoup, Sarah. Du coup, on peut reprendre maintenant ou est-ce qu'on attend un tout petit peu? Meher, should we wait a little bit or is that good? Ok, je pense qu'on peut... We should be set to go. Okay, great. Excellent. Oui, pour rebondir à ce que tu disais, Lin-Lan, c'est vrai particulièrement en 2020 et depuis le début de la crise du Covid, il y a eu une recrudescence particulière. La violence n'est pas nouvelle contre les communautés asiatiques, mais c'est vrai que cette année, ça a pris une proportion qui est assez inquiétante, avec des appels à agression contre les communautés asiatiques, à faire porter l'ensemble des communautés asiatiques comme si elles étaient porteuses ou en tout cas qu'elles étaient à la source du problème de la crise sanitaire et que du fait même d'être asiatique, qui a été assez effarant pour tout le monde. Ouais, c'est exactement ça. Et ce que je veux préciser, c'est que finalement le racisme anti-asiatique, il a toujours existé. Et le Covid, finalement, c'était qu'un prétexte. C'était qu'un prétexte pour que les personnes qui avaient déjà un fond raciste s'en prennent à des gens et les insultent et les tabassent. Donc je dirais que le racisme anti-asiatique, effectivement, il a été visibilisé avec la crise du Covid. Mais auparavant, c'est vrai qu'on n'en entendait pas beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, même aujourd'hui, ah mais on est surpris que le racisme anti-asiatique, ça existe. On n'imaginait pas que ça existe. Et en fait, bien sûr que toutes les populations racisées et qui sont héritières de l'histoire coloniale, elles sont victimes de racisme. Je dirais que, par exemple, il y a eu des 20 000... il y a le péril jaune, cette notion de péril jaune, que tous les Asiatiques qui vont envahir l'Europe, ça date du 19e siècle, donc de l'histoire coloniale. Il y a des 20 000 Indochinois, par exemple, qui ont été, entre guillemets, exportés en France, mobilisés pour travailler dans des usines, qui ont travaillé dans des conditions déplorables. 1 millier de personnes sont mortes, donc ils ont été maltraités. Et ça date pas d'hier, enfin ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 1930-1940. Et donc ce qui est plus récent, ça va être cette sinophobie. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est pas par rapport à l'héritage colonial, mais à l'histoire coloniale, mais c'est plutôt par rapport à cette peur de la Chine qui est en train de devenir très puissante, de cette Chine un peu barbare entre guillemets où on mange du chien. Enfin ça, c'est un des clichés qu'il y a, mais aussi cette Chine puissante qui va tout envahir. Donc ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec le Covid.
Mais c'est vrai que côté racisme, les Asiatiques n'étaient pas forcément représentés par les associations traditionnelles. Et je dirais qu'il y a plusieurs raisons. C'est que, c'est une question générationnelle. Je pense que les premières générations et deuxième générations qui arrivent, et ça, je pense que c'est valable pour toutes les communautés, on va dire, les générations cherchent à s'intégrer. C'est-à-dire qu'elles veulent survivre, elles veulent gagner de l'argent, elles veulent manger. Elles ont sûrement été victimes de racisme, mais ne l'ont pas reconnu, ne s'en sont pas rendus compte ou ne pouvaient pas protester tout simplement. Et moi, je vais pas leur jeter la pierre, de leur dire bon ben vous avez courbé les chines, nous on est meilleurs. Non, mais c'est juste que maintenant on a quoi? On a des citoyens de seconde, troisième génération qui sont des citoyens français, qui sont nés en France et qui aujourd'hui sont exigeants et ne veulent pas être des citoyens de seconde zone et veulent avoir les mêmes chances que d'autres citoyens qui ne sont pas racisés. Donc il y a cette prise de conscience. Et malheureusement, chez les Asiatiques, il y a aussi ce mythe de la minorité modèle qui fait que, et il y a plein d'Asiatiques qui ont pu y adhérer, genre, moi, y compris parce que c'est le discours qu'on m'a servi quand j'étais petite, malheureusement, et j'en reviens, c'est que bon, vous les Asiatiques, vous êtes sympas, vous faites pas de vagues, donc ça c'est un peu moyen, parce que ça veut dire que si tu t'invisibilises, t'es quelqu'un de bien, et vous travaillez dur et vous êtes entre guillemets meilleur que les autres communautés. Et ça, c'est ce qu'on a pu retrouver par exemple dans des discours comme celui de Nicolas Sarkozy qui disait non mais vous, bravo les Asiatiques, etc. Et ça, en fait, c'est le meilleur moyen politique pour monter les communautés les unes contre les autres. Or, ça sert à rien finalement de se dire j'ai un petit plafond de verre un peu plus élevé et je vais m'élever en marchant sur les autres communautés. Ça peut pas marcher comme ça. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire gaffe. C'est solidarité entre les communautés contre le racisme. Assam, vous voulez intervenir? Je vous entends pas. T'es en silencieux, Mam. On va y arriver. Donc, je disais, je ne suis pas spécialiste de ce racisme-là, mais Linda a dit des choses qui étaient extrêmement vraies par rapport à l'expérience contemporaine et puis les changements que l'on peut voir d'une génération à une autre. Et il y a une chose aussi dont tu as parlé que moi je trouve extrêmement intéressante, qui est le poids des représentations coloniales, parce que c'est vrai que on va voir que la vision que l'on peut avoir de l'étranger ou du français qui serait étranger parce que visiblement différent, et aussi un héritage de représentation, de stéréotypes que l'on va développer plusieurs siècles. Et à un moment, au milieu du XXe siècle, on va décider qu'on va se passer de la problématique de la race et que nous ferons tous un, alors que ces problématiques-là, ces représentations-là, elles ont profondément imprégné notre manière de parler de nous, nos arts populaires, la culture, les chansons, etc. Et lorsqu'on pense par exemple aux représentations et la manière dont on va pouvoir regarder par exemple le sujet noir ou le sujet arabe, et souvent dans mes recherches, je m'amuse un peu à dire le sujet algérien, parce qu'aujourd'hui, on le voit lorsque j'étudie. J'ai fait par exemple pour mon bouquin une analyse de près de 15 000 articles de presse où le mot musulman, banlieusard, arabe et algérien, ces 4 mots-là sont utilisés de manière interchangeable pour dire que c'est la même chose. Et on voit que là, il y a une chose qui est à la racine de ce mélange-là, c'est la guerre d'Algérie et le traumatisme de la guerre d'Algérie, où on va voir le musulman, l'arabe comme quelqu'un qui est rétif, comme quelqu'un qui sera à la base d'un des plus grands traumatismes qu'on aura, qui va entraîner la chute de notre empire colonial. Alors que si on retourne par exemple à la vision, les représentations que l'on aura du sujet asiatique, et on le voit que ce soit dans les chansons populaires ou en ce moment, j'étudie Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, et la manière dont la narratrice Suzanne parle de son amant chinois, Monsieur Zhou, qui est puissant, c'est le plus puissant le plus fortuné de toute l'histoire, mais il est constamment rabaissé, constamment féminisé. Et donc, c'est comme ça qu'on va construire dans nos arts, dans notre psyché français, cette vision du sujet asiatique, du sujet oriental, alors s'il est féminin comme un corps qui sera un corps désirable, et s'il est masculin comme un corps qui sera un corps fragile, quelque chose qui ne fait pas de vagues, à l'opposé du corps noir masculin
qu'on doit craindre, donc ce gorille sauvage à la force surhumaine que voilà, dont on sait qu'aujourd'hui par exemple par rapport à Michel Zecler, il faut 13 policiers pour le maîtriser et on n'y arrive pas, ou alors du sujet arabe slash musulman slash algérien qui est l'horreur absolue, le terrorisme de nos jours. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant de voir d'où peuvent venir aussi ces représentations et la manière dont on peut voir les gens aujourd'hui en 2020 et savoir que ces représentations-là, elles ont un alpha dans notre histoire coloniale. Moi, je veux juste bien rajouter quelque chose de... Bon, comme Mme Fatou, je suis pas spécialiste dans cette forme de racisme, comme n'importe quelle forme de racisme de toute façon, mais on a invisibilisé le racisme asiatique, la façon dont il est invisibilisé aussi dans l'espace public. Il faut le voir, c'est que c'est pas juste de dire il y a du racisme asiatique, pourquoi on le voit pas, mais en fait il faut aussi se poser la question, c'est-à-dire que ne serait-ce que sur les écrans, sur des films, des feuilletons, des films qu'on voit au quotidien, ils sont complètement invisibilisés. Donc il y a ça aussi. Donc on les invisibilise sous les regards et dans l'espace public assez souvent, où ils seront dans l'histoire, à les mettre souvent dans certaines villes. Moi j'habite pas très loin du 13e. C'est très, quand je dis 13e, t'habites dans le quartier chinois. Ils sont localisés, donc appropriés dans certaines localisations. C'est pas du tout comme la communauté noire ou la communauté arabe où ils sont dans l'espace public, que ce soit bon ou pas bon, mauvais ou pas, ils sont quand même dans l'espace public. Que la communauté asiatique, on la voit pas. C'est-à-dire que ne serait-ce que dans un film ou dans un feuilleton qu'on va voir, moi je sais que j'ai grandi avec des séries ou autres, ou même aujourd'hui, c'est très, on les voit pas. On va les voir peut-être dans un film ou dans le film où il faut mettre toutes les communautés, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais c'est très minoritaire. Voilà. Non mais ça veut dire que encore une fois, ce que la communauté noire ou arabe avait été chercher il y a très longtemps en disant on veut être dans l'espace public, dans les films ou dans autre chose, c'est là où la communauté asiatique, quand on voit, vous allumez la télé, on n'y voit presque pas. Donc cette invisibilisation est aussi faite aussi sur c'est-à-dire que quand il y aura ces violences-là, les gens ils auront l'impression que c'est pas qu'ils ne sont pas concernés, mais c'est comme on les voit pas forcément dans le quotidien ou dans ce qu'on voit ou dans ce qu'on fait ou ce qu'on est, pour eux c'est comme si c'était inexistant. Mais si demain on impose la communauté asiatique telle qu'elle est, comme nous et comme tout le monde, et qu'elle est représentée comme tu disais, c'est pas de reprocher à la génération passée pourquoi ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait. Demain, s'il se passe quelque chose, les gens la façon dont ça a été invisibilisé, tout de suite ça va sauter aux yeux en disant mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que déjà c'est important de les rétablir dans l'espace public, dans ce qu'on fait, dans notre quotidien, sur l'écran. L'écran, on parle beaucoup d'écran, mais c'est important. Pour moi, c'est très important de dire il y a des communautés qui sont représentées et d'autres qui sont quasiment pas représentées. On va les voir quelques fois dans un grand film. Moi, j'ai grandi avec Bruce Lee, donc on a grandi avec cette image-là, mais Bruce Lee est parti trop tôt. Il n'a pas vécu assez longtemps pour qu'on puisse s'identifier à une communauté, à une personne asiatique en disant moi je connais, et tout de suite après on n'a pas beaucoup de figures asiatiques comme des figures noires ou des figures arabes ou des figures autres, et ça on va le chercher dans quelques films, quelques longs, Jackie Chan, mais c'est très peu. Donc je pense que c'est important aussi pour pouvoir en parler et qu'il soit reconnu aux yeux de tout le monde. On parle d'espace public. L'espace public, c'est le premier endroit où il faut s'imposer, où il faut aller. Et c'est important. Moi, j'ai été en Asie. Avant de partir, on m'a dit, tu sais, les Asiatiques sont racistes. T'es sûr que tu vas aller en Asie? Ils aiment pas les Noirs, ils sont racistes. J'ai dit, ah bon, et tout. Je suis revenu, j'ai dit, non, c'est très bien passé. J'ai pas eu de mauvaises expériences. Mais tout de suite, c'est ce qu'on me disait. Mais parce que comme ils sont pas dans l'espace public, avec tout le monde au même titre que les autres, donc c'est difficile, les gens se font des fantasmes au même titre que des blancs vont fantasmer sur des noirs ou des arabes qu'ils ne voient pas. Là c'est pareil, les gens se construisent à travers des fantasmes, à travers des choses, et ils vont dans des choses qui sont complètement fausses. Donc moi je pense que c'est important de rétablir, d'imposer dans l'espace public. Quand nous on a fait la marche du 2 juin, on avait un groupe de communautés asiatiques qui était venu et ils sont venus nous voir, ils nous ont dit nous on vient
marcher avec vous pour dénoncer ce qui se passe chez nous dans notre pays par rapport à la communauté noire, le racisme, ce qu'il y a, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, on est là aussi pour ça. C'est ça en fait. C'est de dire on y va ensemble, mais dans l'espace public, c'est important. Je rebondis sur ce que tu dis, Assa, sur le fantasme. Je crois que il y a beaucoup d'éléments, quelle que soit la communauté d'ailleurs, que ce soit la communauté asiatique, les communautés asiatiques ou les communautés noires, les communautés arabes, etc., indiennes, polynésiennes. Je vois un commentaire dans la chatbox. Je pense que pour déconstruire les fantasmes, effectivement, il faut plus de représentation. Je pense aussi que, comme tu le disais, Lin-Lan, un élément qui est très important, c'est que nos parents étaient immigrés. Ils avaient un statut en France qui... ils étaient immigrés, et puis ils étaient immigrés. Il faut savoir aussi, en général, d'ailleurs, il faut déconstruire aussi ce mythe des migrants qui viennent ici pour voler le travail des Français ou qui sont pauvres. En général, les migrants qui partent, c'est ceux qui ont généralement quand même un certain statut et qui ont la capacité de voyager. Donc, à l'époque, c'était pas forcément le cas, mais en tout cas, quand on l'étudie, même les migrants aujourd'hui, ceux qui arrivent à traverser la frontière, ceux qui arrivent à se déplacer dans d'autres pays, c'est pas les plus pauvres. Donc ça c'est une problématique en soi déjà qu'il faudrait adresser. Mais pour en revenir, je pense sur la question de l'héritage qu'on a de nos parents, qu'on a aussi intégré en grandissant. Aujourd'hui, on est français, on est né ici. On nous a souvent parlé quand on était jeune d'assimilation, d'intégration. Le discours évolue en fonction d'eux, mais en réalité, on n'a pas besoin de s'assimiler, on n'a pas besoin de s'intégrer. On fait partie de la société, et c'est un travail à deux sens en fait, où on doit tous se reconnaître et fonctionner ensemble. Mais pour ça, il faut reconnaître effectivement le passif, il faut reconnaître le passé de la France, de la colonisation, de l'esclavage, de la traite, etc. Parce que tant qu'on n'adressera pas cette problématique de fond, on ne pourra pas lire la situation actuelle et les dérives et la manière, la pensée collective qu'il peut y avoir et qui peut se transcrire à différents niveaux de manifestation dans la société. Vas-y, je t'en prie à ça. Moi, juste pour compléter, nous, dans le livre Combat Adama, on parle de nos parents, mais en fait, on saute de génération. En fait, on saute toujours de génération. On parle de nos parents quand il y a un drame dans notre famille. On parle de la mère de Adama Traoré parce qu'Adama Traoré, il est mort. On parle d'un père ou d'une mère parce que son fils, il est parti en prison, ou parce que le bâtiment, il y a un enfant qui est mort, ou il y a quelque chose. En fait, on va jamais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, pour avoir un statut, sans se justifier, sans parler de nos origines, sans se dire qu'on est français, qu'on vient de là, ou qu'on vient d'un tel et j'ai une carte d'identité, c'est qu'en fait, nos parents, eux, n'ont pas eu de statut en France. Ils n'ont pas été considérés comme pouvant participer à la construction de cette France comme le français le voit. Nos parents, ils sont considérés comme pouvant juste travailler, ce sont des mains qui vont travailler, et c'est comme pour la femme. On va dire que la femme musulmane, elle est oppressée, elle est sous le contrôle de l'homme, mais en même temps, on va dire à cette femme-là qu'il faut aller travailler pour aller s'occuper de tes enfants et lui renvoyer tout de suite en disant tu t'es pas occupé de tes enfants. Donc c'est très problématique. Le problème, c'est que pour que nous on puisse avoir la génération qui va arriver, déjà il faut arrêter de sauter de génération et de imposer la génération qui avait celle d'avant nous, de dire la génération qui est là, qu'elle soit reconnue telle qu'elle en tant que personne pouvant participer à la construction du monde dans lequel on vit. Et si c'est ancré, en fait, ça coule de source, c'est automatique. C'est comme des dates, c'est chronologique. C'est comme si on sautait une date. C'est comme si on passait de 2000 à 2020 et au milieu avec 2010. Mais en fait, on ne peut pas sauter. Il faut reconnaître ce qu'il y avait derrière. Quand on parle de la mère d'Adama Traoré, on n'a jamais demandé à ma mère ou à la mère d'Adama Traoré, Madame Traoré, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous avez un loisir, ou est-ce que le loisir que vous aimez est là? Ma mère aimait faire de la couture. Je sais même pas si on a déjà posé la question à ma mère si elle avait ce club de couture ou de lecture ou autre en bas. Et ça veut dire qu'on ne s'intéresse même pas. C'est-à-dire
on s'intéresse même pas à ne serait-ce que le plaisir d'un quotidien de ces parents-là. Et ça, c'est important. Et tant qu'on n'aura pas, tant qu'on les aura pas imposés eux d'abord, en tant que personne ayant participé à la construction et pouvant continuer à pouvoir participer, bah, leurs générations qui vont arriver après, bah, on va recréer encore la même chose et ça sera trop compliqué. Donc ça veut dire que même avant de parler de nous, avant de parler de moi, Assa Traoré, française, bah, c'est de parler de Makan Marantsiri Traoré, qui était cet homme-là et qu'est-ce qu'il a fait ici et quel statut on lui donne. Et est-ce que le statut que moi je lui donne est le même statut que l'État français aurait reconnu en mon père? Et en général, ça sera non. Et là, le problème il va se poser. Bah, pourquoi le statut que moi je mets à mon père en tant qu'homme français ayant participé à la construction de ça, pourquoi on n'en parle pas? Mes grands-parents qui ont fait la guerre en France, mes grands-parents ne sont pas reconnus en France, ici. Donc ça veut dire qu'on saute toujours de génération et on parlera seulement de nos parents quand il y aura un drame. Et c'est ça qu'il faut casser, il faut sortir de ça. Et tant qu'on sortira pas de ça, bah nous on recréera la même chose avec nos enfants. Encore une fois, de casser ce stade et de dire on ne sautera plus de génération. Nous qui sommes là, eux qui étaient là, on va les reconnaître et ça sera gravé. Ça c'est important. Et c'est ce que nous on explique dans le livre. On fait une grosse partie aussi sur la place du père, de l'homme, comment il est considéré et à quel moment l'État va l'utiliser pour pour répondre à ce dont il a besoin et sans écouter ses attentes et ce qu'il est. Moi, quand mon père va mourir de l'amiante, il est mort et c'est comme ça et c'est tout. Il y a pas de, mais en fait, cet homme qui est mort de l'amiante, cet homme a travaillé. Il n'y a pas de reconnaissance et tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance, bah pour la génération qui va arriver, il n'y aura pas leur reconnaissance. Et si nous, on s'impose pas, on créera exactement la même chose avec nos enfants. Et ça va continuer, on sautera de génération et on parlera d'Assa Traoré s'il y a un drame dans la génération après Assa Traoré. Donc je pense que ça, pour moi, c'est le plus important déjà, c'est de restituer vraiment ça. Nous, on est en train de faire un documentaire. Le documentaire d'Adama Traoré commence en Afrique. On saute pas de génération. Ça commence avec Adama Traoré vient de quelque part. C'est ça. En réalité. Voilà. Et d'imposer notre histoire, d'imposer l'origine, d'imposer la base. Une fois que celle-là est imposée, bah, ce qui va arriver après coule de source. Et là, un statut sera automatiquement imposé puisqu'on aura mis un statut à la génération d'avant. Juste pour remonter sur ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Je travaille sur deux choses qui sont la mosaïque de l'histoire et le quotidien. Et à ça, tu as très bien fait de parler de... Je travaille sur les banlieues et je travaille sur la représentation donc, de ces espaces et de leurs résidents. Et le fait que lorsqu'on les voit dans les médias, c'est toujours pour des choses extraordinaires. Donc comme tu dis, un incendie, un père polygame, des voitures brûlées, les attentats terroristes, et jamais dans la normalité, dans le quotidien de leurs habitants. Ce qui fait que l'on habite dans le centre-ville de Bordeaux, dans le 17e à Paris ou au fin fond de la Creuse, on peut regarder un habitant des Minguettes ou un habitant de ville de Saint-Ouen et se dire il est français comme moi. Et pour moi, je trouve qu'à ça, tu as dit une chose qui est extrêmement importante, c'est sur la fabrique de ce moi, de ce nous. Comment est-ce qu'on a créé ce nous, cette narration nationale qui fait qu'on peut s'identifier à quelqu'un comme étant citoyen français, que de la même manière, on voit l'autre comme quelqu'un qui est différent aujourd'hui, qui le sera peut-être toujours. Et cette histoire-là, nous, je pense que c'est à nous, on ne peut pas s'attendre qu'elle soit faite d'une manière institutionnalisée, parce que ce que l'histoire nous a appris, c'est que quand cette histoire est institutionnalisée, elle nous exclut. Je travaille beaucoup avec ce que Renan disait lorsqu'il dit que être français, ça ne se fait pas dans le sang, ce n'est pas dans le sang, c'est une culture, c'est la volonté de vouloir aujourd'hui faire groupe parce que on a fait groupe dans le passé et on va avoir cette énergie pour faire groupe dans le futur. Mais si moi, la raison pour laquelle je suis aujourd'hui en France est inconnue. Si l'on pense que Lin est en France juste parce que voilà, il y a une guerre au Vietnam dans les années 80 et qu'elle a trouvé refuge en France sans savoir qu'il y a une histoire coloniale de l'Indochine, sans savoir quand on me demande pourquoi je parle aussi bien français sans savoir que le Sénégal est dans l'Empire français depuis 1639 et que cette histoire-là, comme disait Renan, écrire, c'est vouloir se rappeler certaines choses. Construire un pays, c'est se rappeler d'une histoire commune, mais c'est aussi oublier. Et il se trouve que l'histoire, la raison pour laquelle
Sarah, tu es française, la raison pour laquelle je suis française, la raison pour laquelle Assa est ici, la raison pour laquelle Lynn est oubliée. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi on est là. Et moi, je pense que voilà, il y a un travail à faire, et c'est le travail que je fais avec mes recherches au niveau académique pour pousser à ce que cette narration-là, qui soit plus inclusive, soit faite par les institutions, mais on ne peut pas attendre, on n'a pas le temps. Il y a une urgence. Et donc cette narration, c'est à nous de la faire. Moi, je dis à mes petites sœurs, je dis à mes neveux, vous avez des iPhones, allez-y. Parlez aux grands-pères pendant qu'ils sont là, parlez aux tontons, parlez aux tatas. Ce quotidien-là, c'est à nous on n'a pas besoin de faire la fémis pour faire un film sur leur vie. Prenez des notes, écrivez, prenez des photos, renseignez-vous, parce que c'est à nous d'écrire ce quotidien aussi. Je vais peut-être rebondir sur un élément que Assat avait abordé au début, à savoir la reconnaissance du statut de victime. Un élément qui est systématique et symptomatique dans le traitement médiatique et politique des violences policières, c'est l'acharnement quand même à transformer la victime en criminelle en pointant l'absence de preuves, et du coup, et même l'acharnement sur les familles de victimes. Et on l'a vu donc avec George Floyd aux États-Unis, dont la vidéo a provoqué un raz-de-marée dans le monde entier. On le voit ici en France en permanence. La mort d'Adama en est un exemple criant. Et récemment, il y a eu le lynchage donc de Michel Zecler, donc même Fatou Niang en parlait tout à l'heure, un producteur de musique très respecté, connu pour sa gentillesse, son calme, sa générosité, qui a été lynché par 4 policiers en plein centre de Paris et qui n'échappe aux fausses accusations des forces de l'ordre que grâce à la vidéo qui a été diffusée quelques jours plus tard et qui montre l'intégralité de la scène. Du coup, peut-être à ça, si tu veux répondre, et d'autres, qu'est-ce que ça relève de notre système? Déjà, c'est que, il faut dire, on est en France, on est dans un pays qui se dit démocrate, dans un pays qui se proclame les droits de l'homme. On est dans un pays qui est censé avoir aboli l'esclavage. Et en fait, à travers tout ça, là, tu as dit quelque chose de Michel Zecler, c'est un homme très gentil, très calme. C'est pas un argument. C'est pas un argument. Voilà, on ne peut pas dire ça. Parce que on peut pas dire ça. Quand on dit ça, c'est comme si que, comme lui, il est gentil, exactement, et qu'il est calme et peut-être que lui, il méritait pas ça. En fait, il a été présenté comme tel, oui, dans les... Il a été présenté comme tel, mais en fait, quand nous, on parle, il faut surtout pas reprendre ça. Exactement. C'est comme si on justifiait un comportement des policiers sur l'attitude de quelqu'un. J'ai envie de te dire, Amin Bentounsi, quand il va mourir, il était en cavale, il était sorti, on lui a tiré une balle dans le dos. Est-ce que ça mérite? En fait, on ne peut pas. Il n'y a pas la peine de mort en France. Voilà, on ne peut pas dire aucun d'entre eux ne méritait aucune de violence. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est de dire comment il faut tourner la chose, c'est de dire il se passe quelque chose de très grave. Est-ce que en France, la peine de mort est en train d'être établie? Et se poser la question dans ce sens-là. Et de dire, si on se pose la question dans ce sens-là, pourquoi? Quand on va justifier la mort d'Adama Traoré, quand je disais au début que c'est important de garder notre statut, parce qu'en vérité, le statut va définir tout ce qu'on est, c'est comme un statut d'enfant. Quand je suis un enfant, je garde mon statut d'enfant. Quand je suis un adulte, j'ai un statut d'adulte. Quand je suis mère de famille, j'ai mon statut de mère de famille. Et c'est important parce que le statut définit une personne, une reconnaissance dans l'espace public. Quand Adama Traoré va mourir, Adama Traoré ne sera plus la victime, mais Adama Traoré va devenir un coupable. Et les gendarmes vont devenir des victimes. On va criminaliser la famille d'Adama Traoré. Et cette machine, que moi j'appelle une machine de guerre, parce que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que nous sommes tous devenus des soldats malgré nous. Aujourd'hui, elle va criminaliser une famille pour justifier la mort d'Adama Traoré et faire passer la famille Traoré pour la famille mafia, pour la famille des voyous. Avant la mort d'Adama Traoré, tous ses frères étaient en prison. Après la mort d'Adama Traoré, ils vont aller en prison. Une façon de justifier, de criminaliser dans l'opinion publique. On va porter plainte contre la sœur d'Adama Traoré. Aujourd'hui, moi, j'ai 4 plaintes, 2 plaintes, dont mise en examen, où on va criminaliser et justifier la mort d'une personne quand on les entend parler et de dire oui, mais bon, il avait un casier judiciaire. J'ai envie de dire, mais est-ce que quand on va chercher Fillon et sa famille, on leur met une balle dans la tête? Est-ce qu'on leur fait subir un passage ventral? Est-ce qu'ils portent le poids des 200 douloureux?
Est-ce que voilà, est-ce qu'ils ont des palpations? Et c'est de dire sur une différence de traitement. La question qui se pose, c'est le rapport qu'ils ont à nous, à nos corps. Déjà, tout ce qui se passe en France, c'est la répercussion claire de l'esclavagisme et du colonialisme. On vit comme dans un non-dit, c'est comme dans une famille, des non-dits, on les reprend toujours en plein fouet et très brutalement en plein visage de n'importe quelle façon. Là, on est dans un pays où on vit dans des non-dits sur leur histoire du colonialisme, sur l'histoire de l'esclavagisme, et c'est tellement des non-dits, il y a tellement de choses qui ne sont pas dites, on les prend avec des coups, on les prend avec de la violence policière, on les prend avec des personnes qui sont mortes, et pour nos frères, quand on remonte dans l'histoire, surtout les hommes nuisaient, c'est les hommes qu'on a batté le plus facilement, c'est les hommes qu'on faisait partir, qu'on détachait de leur famille. Nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France, de leur propre vie, de leur propre monde. Donc bien évidemment, c'est facile de dire, mais comment se fait-il que vous venez défendre quelqu'un, mais quelqu'un qui est un criminel, qui est en prison, son grand-père avait volé une baguette de pain en 1941 dans la ville je ne sais où. Donc on mérite tout ça. Donc en fait la vraie question, c'est comme ça qu'il faut la poser, c'est beaucoup plus choquant. Est-ce que en France, dans ce pays qui se dit pays de droits de l'homme, dans ce pays qui se dit liberté, égalité, fraternité, dans ces pays qui revendiquent dans le monde entier le droit humain, est-ce que la peine de mort est en train d'être établie? Et en fait, quand on le pose comme ça, c'est super violent. Absolument. Et là, les gens ils se disent il y a un problème. Bonjour, Rose Rameau. Je suis à Washington DC et j'habitais à Paris pendant plus que 10 ans. Je viens juste d'arriver pendant la pandémie. Et je veux dire, comme avocate, je peux dire, c'est plus ce système du droit civil. Parce que là, j'exerce aux États-Unis et aussi au Ghana et en France. C'est le système civil parce que le juge peut quand même demander à l'accusé, est-ce que vous avez fait ceci, est-ce que vous avez fait cela? Non, en fait, Rose, quand elle parle de ça, elle parle de la manière dont c'est ce qu'on appelle character assassination. Comment, par exemple, là, il y a un jeune homme qui vient de se faire frapper. Les vidéos sont absolument catastrophiques et on est en train de nous sortir son dossier judiciaire d'il y a 20 ans. En fait, ce qu'a ça de dire, moi je travaille sur la banlieue et sur l'étude des zones périphériques comme ça, des grandes villes françaises, et ça nous parle de ce que moi j'appelle le continuum de la gestion coloniale de ces espaces-là. Ce sont des espaces qui sont dotés en majorité de populations issues de l'étranger, et ça c'est intéressant parce qu'on se demande combien de générations il faut en France pour ne plus être issu d'eux et être seulement considéré comme français. Et par exemple, dans mon livre, pour rebondir sur ce qu'elle disait, j'ai analysé 15 000 articles de presse. Et la manière dont on va parler de ces banlieues, que ce soit celles autour de Paris, de Lyon, de Bordeaux, on va parler de territoire, on va parler de zones, avec un champ lexical. Un tout petit peu moins vite pour les traductrices. Donc, alors, on va parler de territoire, on va parler de zones, avec un champ lexical qui est très concentré autour de la maladie, de la pathologie, de la contagion, donc explosion de mots comme malaise, fièvre, contagion, trouble, cancer. Donc ce sont des zones malades. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un organe malade dans le corps? On va essayer de le soigner, de contenir la maladie. Et si par exemple dans le cas du diabète, cette maladie ne peut pas être contenue, il faut couper l'organe malade. Et parallèlement au discours pathologique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre recours constant à l'emprunt à un vocabulaire de guerre. Par exemple, on va parler de la nomination d'un préfet de guerre dans le 9-3, on est dans des zones à reconquérir, et il y a donc un véritable fantasme, pour revenir à ce qu'Assa disait, un véritable fantasme d'une colonisation inversée, et qui traduit la réminiscence dans notre discours de pratiques de contrôle de l'espace qui sont absolument forgées dans la guerre coloniale. Et si on regarde l'histoire, moi je travaille beaucoup sur ça, l'histoire des BAC, les premiers régiments de BAC et les premières personnes qu'on aura qui vont diriger les BAC sont presque tous issus de contingents de régiments coloniaux. Et je pense ici au travail de Mathieu Rigous qui disait, lorsqu'on regarde la manière dont on va parler de la banlieue
depuis 30 ans dans l'espace public, dans les médias, c'est un espace dissimulé qu'il faut connaître, c'est un espace malade qu'il faut soigner, c'est un espace sauvage qu'il faut civiliser, c'est un espace en guerre qu'il faut pacifier, c'est un espace envahissant qu'il faut contenir. Et la manière dont on va parler de l'espace, c'est comme ça qu'on va parler de ces personnes. Et parallèlement à ce discours donc de la pathologie de la guerre, il y a cette idée du corps monstrueux et du corps toujours illégal, toujours suspect. Et on revient sur cette idée, donc par exemple avec Michel Zecler, lorsque les policiers vont dire par exemple, ils ont agi comme ça parce qu'ils avaient peur. Comment est-ce qu'on peut être 17 sur une personne, tous armés, et pourtant on a peur, et on va voir que dans les médias, ce discours, il va passer crème parce qu'il y a cette idée de même s'il est seul, c'est un homme noir. Donc cette idée de la charge, de cette espèce de bête surhumaine qui ne peut pas être contenue par 17 personnes armées. Et c'est vrai que c'est à nous de changer, de refuser cette narrative du « ah, peut-être qu'il a fait quelque chose ». Parce que là, quand on a commencé à taper sur les Blancs, pendant la crise des Gilets jaunes, maintenant que tous les samedis on tape sur les Blancs à Paris, les gens sont en train de se rendre compte qu'en fait, lorsque Théo se prend un tonfa dans l'anus et qu'on nous dit « ah, peut-être qu'il avait fait quelque chose », quand Ziad et Bouna sont tués, il y avait toujours cette suspicion, et nous, cette suspicion, on doit la refuser. On est dans un pays où la peine de mort n'existe pas, on ne doit pas être tué, on s'en fout. Et de dire, voilà, il était gentil ou il n'était pas gentil, ça n'a pas de sens, et on doit vraiment, vraiment refuser cette narrative, parce que c'est comme ça qu'on a fait de nous, de nos corps, du corps de nos frères, du corps de nos cousins, du corps d'Adama, de Lamine, des corps qui étaient par essence suspects et qui méritaient d'être abattus. Et qui contribue à la reproduction de la déshumanisation. Et qui est en train de changer parce que maintenant les tonfas s'abattent sur des corps blancs, donc les gens commencent à se dire ah ouais. Donc en gros c'est les bâtons qui sont utilisés par les policiers pour les traductrices, pour la faire très simple. Donc juste un petit rappel à l'audience. Merci de garder vos micros coupés et de ne pas intervenir. Il y aura à un moment donné où on prendra quelques questions si on a le temps, espérons-le. Le temps file très vite, la discussion est très intéressante. Mais je pense que oui, l'élément clé là-dedans est vraiment l'aspect de déshumanisation de nos corps, la violence qui est faite, et je reprends ton propos à ça sur le fait que il y a une violence qui est assez distincte entre les hommes et les femmes qui est faite. Les hommes de nos communautés sont physiquement extrêmement plus violentés. Ils sont contrôlés en permanence par les forces policières pour leur identité. Ils sont victimes dans l'amas des victimes de violences policières. La très grande majorité en France, c'est généralement des hommes noirs ou arabes, parfois effectivement asiatiques, parfois blancs. On l'a découvert effectivement, comme tu le disais, Mam, il y a 2-3 ans, on a commencé à entendre dans les médias, dans l'espace public, parler des violences policières de manière un petit peu plus ouverte. En fait, c'est uniquement parce que la France, la société, le grand public, on va dire, découvrait les violences que les Blancs pouvaient subir. Les populations blanches au sein des manifestations des Gilets jaunes. Et c'est à ce moment-là que ce récit a été transposé et partagé à travers les médias. En réalité, et c'est ce qu'on essaye c'est ce que vous avez très bien expliqué, c'est que cette violence-là, en réalité, est absolument pas nouvelle. Elle existe dans les banlieues, dans les quartiers, elle existe auprès de nos communautés, de nos certaines de nos sœurs, et elle provient d'un schéma qui est historique et qui est l'héritage de cette colonisation où il y a eu cette comment dire cet effacement. Oui, cet effacement et cet effacement les populations. Et juste une dernière chose, et je lâche la parole. Tu as dit une chose, sa violence, elle touche en priorité les corps masculins, elle touche physiquement. Mais à ça, si tu te rappelles, il y a 2 ans, Ibo a été tué. On est allé voir sa maman. Physiquement, ça touche les hommes, mais ça tue toute la communauté. Moi, j'ai vu des enfants de 2 ans. Hassan, ta vie s'est arrêtée depuis 6 ans. Tu ne voulais pas faire ça. Donc, ça touche physiquement les hommes,
mais ça bousille toute la communauté, ça bousille tout le monde. Nous, à chaque fois quelque chose comme ça arrive, même si on ne connaît pas personnellement la victime, on est atterré, on est les choses, et on le voit, la manière dont ça touche les gens sur les réseaux sociaux, psychologiquement, ça atteint tout le monde, C'est un élément hyper important que tu dis là, parce que d'ailleurs on en a parlé avant, hein, on a eu cette discussion auparavant même, c'est que l'impact psychologique que ça a, ce qu'on voit aux médias, ce qu'on entend, les événements qui se multiplient et qui ne s'arrêtent jamais, ce racisme, ces discours discriminants et ces stigmatisants envers nos communautés, même si nous, on n'est pas directement, les discours ne nous pointent pas en nous nommant personnellement, il n'empêche que ça nous identifie, nous sommes identifiés là-dedans dans un groupe qui est global, qui généralement est une grande nébuleuse, mais qui nous attaque, que ce soit les attaques envers les communautés musulmanes récemment, mais en réalité pas du tout récent, les attaques envers, effectivement, comme on parlait, les violences envers les populations noires et les populations issues des minorités par les forces de police, et tout ce qui se reproduit et tout ce qui se joue dans l'espace public et dans les discours politiques également, et dans les médias, qui nous impactent directement. Moi, par exemple, ces dernières semaines, j'étais complètement effondrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste plus gérable. Et j'en reviens à cette première question de à quel moment, en fait, on a décidé de porter cette voix. Je pense qu'en fait, c'est juste qu'à un moment donné, il n'y a plus le choix. C'était insupportable. C'est vraiment insupportable. Inan, tu voulais... Oui, je voulais rebondir. Quand j'ai vu l'affaire Michel Zecler, bien sûr, j'ai été extrêmement choquée. Et ça m'a fait penser à l'histoire d'un homme chinois qui s'appelle Yu Shaoyao, qui a été tué par la BAC dans le 19e. C'était en 2017, il me semble. Et je me suis dit, mais c'est la parole de la famille qui est détruite et qui était là au moment où cet homme a été tué, contre la parole de la police. Et ce qui pose problème, c'est que en fait, quand c'est un combat de parole, c'est la parole de la police qui va primer. Et je me demande, voilà, s'il y avait eu une caméra de surveillance dans la maison de Liu Xiaoyou. Donc les policiers disaient que c'est lui qui a essayé de s'en prendre à eux parce qu'il avait des ciseaux dans la main, et la famille disait que il avait des ciseaux parce qu'il était en train de découper du poisson. Et en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que est-ce qu'il y a un problème d'impunité en fait avec la police, et est-ce qu'il y a un problème du gouvernement de la France qui ne veut surtout pas voir qu'il y a des problèmes dans ces institutions, dans l'école, dans la police, et il y a du racisme dans la police, et ils veulent, entre guillemets, faire passer le message que ce ne sont que des individus. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de systémique, voilà, au sein de la police, que quand tu commences comme flic, t'es pas forcément raciste, mais tout est fait pour que... tout est fait, la pensée raciste est, entre guillemets, normalisée, en fait. Voilà. Est-ce que le racisme est normalisé en France? Ouais, oui. Ouais, tu veux intervenir à ça? Pour compléter ce que vous dites par rapport parce que là, vous êtes parti sur les vidéos filmées, tu parlais de la famille Monsieur Shaolu qui a été tué dans le 19e. Juste pour faire une petite parenthèse, nous on avait été dès le lendemain, il y avait la communauté chinoise, une autre organisation qui est complètement différente de la nôtre, que j'ai trouvé très impressionnante et très bien gérée. C'est que quand on est arrivé, ils ont fait une grande instance, et en fait c'était toute la communauté qui était là, qui avait fait une grande réunion, et de voir comment ils allaient se défendre. Et tout de suite, quand nous on avait été, la famille nous avait appelé, tout de suite oui, Assa Traoré elle va chez les Chinois, qu'est-ce qu'elle va faire là, ça n'a rien à voir. Et tout de suite le séparatisme, il était arrivé tout de suite, et nous on a dit, mais de toute façon tu fais tuer par la police, la famille nous appelle, on y va. Donc c'était la petite parenthèse. Encore une fois, même dans la violence policière, comme il y en a pas beaucoup, ils ont essayé de ramener dans la division. Je ferme la parenthèse, et puis juste pour revenir à ce que tu disais, s'il y avait une caméra
dans son appartement, bah peut-être que en fait c'est là où il faut pas tomber dans le piège. C'est là où il faut faire très attention. Et c'est pas de dire, et c'est surtout pas d'entretenir ce discours-là, de dire que s'il y avait eu une caméra, bah peut-être qu'ils auraient dit ça. S'il y avait une caméra, si oui, on doit même pas en arriver là. On doit même pas en arriver là, se dire. Voilà. C'est ça. Faut pas mettre des caméras dans toutes les maisons. Voilà. Parce que si on en arrive là, déjà, moi c'est ce que je dis. Moi, mon frère, quand il va mourir, comme par hasard, les caméras ne marchaient pas dans la gendarmerie. Comme par hasard, ce jour-là, ce 19 juillet-là, les caméras ne fonctionnaient pas. Mais en fait, si on leur donne, on construit nous aussi le débat que autour de ça et qu'on n'élargit pas le débat, c'est que demain, quand il y aura quelque chose, ils vont dire, bah, vous l'avez dit vous-même, s'il n'y a pas de caméra, on peut pas avoir la vérité. Donc c'est c'est forcément la parole du policier. Et c'est de dire, en fait, encore une fois, c'est que là, on est en train de parler et les manifester dans un pays qui est démocratique, dans un pays qui proclame encore une fois. C'est comme ça quand on leur parle, il faut toujours reprendre leurs mots à eux. Les mots ont beaucoup d'importance et de dire qu'on est dans un pays qui proclame les droits de l'homme. On est en train de faire un débat sur le fait de filmer un policier violent, de filmer un policier qui tabasse. Ça veut dire qu'on ne devrait même pas arriver à ce débat-là. En fait, le débat, si le fait d'arriver à ce niveau-là, c'est qu'on est déjà dans un état gravissime. En fait, il faudrait dire le débat devrait être, c'est qu'on exige que les violences policières cessent, qu'il n'y ait pas de violence policière, qu'il n'y ait pas d'impunité policière. S'il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de débat si on doit filmer ou pas filmer. C'est comme pour le récépissé. On dit que le contrôle faciès est interdit. Ben, pour justifier ça, on fait le récépissé. Je leur dis, mais il y a un problème. Il y a une loi contre ça. Donc, ça veut dire qu'on n'outrepasse cette loi-là. L'État dit, bon, bah, cette loi-là, on peut pas les punir, on peut pas. Donc, on va faire un petit papier. C'est complètement hypocrite. En fait, cette caméra-là, et je dis aux gens, j'ai dit, mais attention. Effectivement, il faut continuer à filmer, mais ouvrez le débat. Ne vous enfermez pas juste derrière ça. C'est un piège. En fait, c'est de dire, bon bah, on va légitimer les violences policières et pour mieux se défendre, on va leur dire, vous avez une caméra. Mais le jour où il n'y a pas de caméra, on va dire, mais Madame Traoré, vous avez dit qu'il fallait filmer les policiers violents, mais il n'y a pas de caméra, donc vous ne pouvez pas vous défendre, donc votre parole ne vaut plus rien, elle ne vaut rien. Donc c'est de dire que même quand il n'y a pas de caméra, c'est de dire que la violence policière ne doit pas exister, elle est interdite. Et quand il y a des caméras, quand on voit ce qui s'est passé avec l'affaire Théo, et quand ils ont sorti la vidéo, et comment ils ont retourné la situation, et que Théo était devenu, vous avez vu qu'il y a eu un changement dans l'affaire Théo après cette vidéo-là. Alors c'est une vidéo qui est censée protéger et défendre Théo. Et même dans l'opinion publique, ils ont réussi à retourner le cerveau des gens avec une vidéo qu'ils ont sortie et que eux-mêmes ils ont mis des petits sons sonores, ils ont mis ils ont écrit, ils ont pris l'angle qu'ils voulaient. Ça c'est eux. Et quand on a la famille de Ibo, Mam, pour reprendre la famille dont tu parlais, cette famille, ça fait 2 ans qu'ils réclament une vidéo. Et j'ai envie de dire toutes les personnes qui vont marcher dans la rue, pendant 2 ans, quand la famille continue et continue encore aujourd'hui à demander une vidéo qui peut venir démontrer que les policiers sont coupables de la mort de Ibo. En fait, c'est ça. Ça veut dire que le combat commence là-bas, chez cette famille-là, aussi, où il y a des vidéos qui sont inexistantes et que l'État ne veut pas donner des vidéos. Donc, on ne peut pas aller marcher en disant, on veut filmer des policiers qui sont violents. Mais ça veut dire que si on veut filmer des policiers qui sont violents, c'est qu'on légitime la première des violences. La première des violences qu'il faut dénoncer, c'est la violence policière qu'il y a avant. Moi, mon frère, quand il meurt, il n'y a pas de vidéo. Et en fait, quand on parle de Michel Zecler, les gens, tout le monde est choqué. Tout le monde ne comprend pas. Est-ce qu'il y a des images? Mais en fait, il faut que les gens aussi sortent un peu de leur, sortent un peu de cet imaginaire dans lequel ils vivent. Ça fait des années que des gens le disent, que des personnes qui battent dans les quartiers me disent, mais il y a de la violence et que la violence, elle est horrible. Et là, on arrive en 2020. Il a fallu attendre en 2020 une vidéo pour que les gens se disent, ah bah peut-être que c'est vrai. Et en fait, il y a un problème de conscientisation que nous aussi, en tant que citoyens, on doit prendre et de pas accepter. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vidéo, c'est une violence qui est légitime. S'il n'y a pas des vidéos, c'est des personnes qui peuvent aller en prison. S'il n'y a pas des vidéos, Michel Zecler est coupable. En fait, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que des personnes se font tabasser et qu'il n'y a pas de vidéo. Et c'est surtout de dire que dans un quartier ou dans un appartement, quand on arrive, t'as même pas le temps de sortir ton téléphone, que la violence, elle est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait de cette violence-là? Où on la met, cette violence-là? Où on la place? Est-ce que c'est une violence qu'on met à côté parce qu'il n'y a pas de caméra? C'est de dire, voilà,
il faut faire très attention avec le fait de filmer ou pas. Moi, je le prends vraiment avec des pincettes, parce que oui, il faut continuer à filmer, mais pour moi, c'est un faux débat, hein. Le vrai débat, il est avant, et c'est celui-là qu'il faut dénoncer, qu'il faut construire. Quand mon frère va mourir, ou quand Lamine Dieng va mourir, ou quand Gaye Camara va mourir d'une balle dans la tête, demain, on passe en cour d'appel pour un non-lieu, parce que la France a mis un non-lieu sur ça, ben, eux aussi, ils ont exactement la même violence. Mais pourquoi cette violence-là choque pas les gens au même titre que les vidéos de Michel Zecler? Donc, il y a un problème aussi en tant que nous, en tant que citoyens, ça veut dire qu'on est aussi instrumentalisé parce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas. Ça veut dire que si on le voit pas, c'est pas légitime. Donc il y a un gros problème. C'est quand, juste pour finir avec ça, quand moi je fais le livre Lettre à Adama, on me dit oui, mais ça Traoré, dans le livre, vous parlez pas de racisme. Il y a un problème, il n'y a pas le mot racisme à chaque fois, ou le mot racisme. Je dis, mais voilà, c'est ça le problème des Français. Ouais. Le gros problème, il est là. Ça veut dire que si il n'y a pas écrit raciste ou racisme sur toutes les pages, ça veut dire que en fait non, il n'y a pas de racisme. J'ai dit en fait, si vous avez fini, quand vous avez fini de lire le livre de mon frère, quand vous avez fini de m'écouter, si vous n'avez pas compris qu'Adama Traoré il était mort parce qu'il était noir, c'est que vous-même déjà vous avez un problème. Vous-même posez-vous des questions. C'est qu'il y a un problème, c'est quelque chose ne va pas chez vous déjà. Vous pouvez aller à la boulangerie, le boulanger n'a pas besoin de vous dire attention mes clients, c'est un acte raciste, vous devez réagir. C'est-à-dire que nous, en tant que personne, on doit réagir à un acte raciste ou violent sans qu'il y ait des images ou de mots posés. Et en fait, la conscientisation, elle passe déjà par nous. Il faut que nous aussi, on arrête aussi de se dire, oui, les images ont choqué. Donc, si on nous montre pas des images, on est des robots, on comprend pas grand chose, on n'est pas, donc encore une fois, on est instrumentalisé par des images et des médias de ce qu'ils veulent nous dire. Le débat, il faut qu'il soit beaucoup plus ouvert et vraiment le prendre dans ce sens-là, en tout cas, à mon sens. Je sais pas si je peux rebondir très vite sur ce que ça dit, je trouve ça extrêmement intéressant. Et en tant que personne travaillant avec l'image, je réfléchis beaucoup à ce lien qu'on a avec l'image, avec par exemple par rapport à la mort de George Floyd. Pourquoi comme ça dans une circulation que j'ai du Brésil aux États-Unis, à l'Angleterre, à la France, pourquoi l'image? Pourquoi par exemple aux États-Unis, Ahmaud Arbery meurt quelques semaines avant George Floyd, mais ça n'a pas le même retentissement. Et les images, on en a toujours eu en fait. Pourquoi on utilise cette excuse de l'image? Les images, on en a toujours eu. Il y a eu des images, je ne sais pas, je pense à l'agression de Rodney King. Il y a eu des images. Les policiers ont été livrés. On avait des images au 19e siècle, des lynchages. Et pourtant, donc on a toujours eu des images, et pourtant, malgré l'existence de ces vidéos, la mort de Philando Castile aux États-Unis qui est prise sous vidéo, la mort de Tamir Rice, ce système survit. Donc moi, j'utilise ces images-là dans l'Atlantique Noir pour me dire qu'est-ce que ça dit de notre situation en France et pourquoi on peut croire enfin la victime quand il y a une vidéo. Par exemple, dans le cas de Michel Zecler, c'est ce que David Rodin disait. Le problème, c'est qu'on a tous les angles de l'histoire sur 20 minutes, 30 secondes. Il n'y a pas un angle qui échappe à notre... Alors là, on sait que les policiers peuvent être pris en faute. C'est ce qui fait, par exemple, que dans l'affaire Théo, sa vision, malgré cette déchirure qu'il a, il est handicapé à vie. Sa version des faits va être remise en doute parce que son frère aurait peut-être pas été très honnête en 1926. Donc moi, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit. La vidéo, c'est un élément. Moi, j'ai été dans la rue 2 fois pour protester contre ce projet de loi sécurité globale, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui en France, entre 2014 et 2019, le défenseur des droits, Jacques Toubon, va demander des poursuites disciplinaires dans 36% de cas qui vont lui être apportés et 36% des cas qu'il va juger comme étant des cas de brutalité policière, c'est 1% des affaires qui seront apportées à sa connaissance. 1% des affaires. Et dans ce 1% des affaires, 36 cas, il n'aura pas une sanction. Donc, on est devant 36 cas de manquement aux règles déontologiques de la police et il y a 0 sanction. Donc, c'est toute cette chaîne-là, revenir à la racine. Pour moi, la vidéo, pas de vidéo, c'est un problème. C'est une feuille. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est que les racines sont pourries et que ces racines, le tronc est pourri. Et pourquoi le tronc est pourri? Parce qu'il y a des racines. Et quelles sont ces racines? Pourquoi est-ce qu'on va voir tel corps pourquoi est-ce que Michel Zecler, dans le 17e, à 7 heures, est suspect? Pourquoi? Est-ce qu'il aurait été suspect s'il avait été blanc? C'est ce qu'a dit, son frère est mort. Si on ne comprend pas qu'il est mort parce qu'il est noir, et qu'est-ce que cette question pose de l'état de notre police aujourd'hui, et surtout parce que la police est une institution, qu'est-ce que ça pose comme question sur l'état de notre société, de notre hôpital,
de notre qu'est-ce que moi j'ai peur quand j'envoie ma mère à l'hôpital. Parce que voilà, syndrome méditerranéen, est-ce que son souffle au cœur sera vraiment pris? Pardon, je vais devoir juste, excuse-moi de te couper, mais il va falloir juste, parce que là on arrive pratiquement à la fin. Une petite chose d'abord, est-ce que les panélistes, donc, ça vous ennuie qu'on étende un tout petit peu pour terminer et avoir les questions ensuite des panélistes? Je vois que la boîte à commentaires, elle commence à être saturée. Il y a beaucoup d'interventions. On pourra probablement pas prendre tous les commentaires ni les questions, mais il reste une dernière question. J'aimerais qu'on l'aborde parce qu'elle rebondit justement sur ce que vous étiez en train de dire, et ensuite on pourra clôturer. Donc en 5-10 minutes, on peut terminer ça et puis ensuite passer aux questions. Est-ce que ça vous va? Super, je suis là. Du coup, la dernière. Moi, juste pour ma part, vous pensez qu'on va finir à quelle heure? Eh ben, normalement, on est censé finir dans 4 minutes. Du coup, je pense qu'on devrait terminer. De toute façon, la réunion Zoom, on l'a jusqu'à uniquement 20h30, donc ça ne pourra pas aller au-delà. Mais ce sera pas plus tard. Oui, moi, je pourrais pas aller au-delà. D'accord, ok. Bah écoute, ce qu'on va faire. 20h15, moi, il faudra. Ouais, très bien. Comme ça, on termine cette dernière question et on prend 2-3 questions des commentaires. Du coup, la dernière question, justement, c'est en réalité, cet été, le président de la République, donc Emmanuel Macron, il a créé un raz-de-marée dans le milieu académique et universitaire en estimant que le monde, je cite, le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux. Fin de la citation. Et c'était au cours d'une discussion privée, alors qu'il évoquait les mobilisations d'une partie de la jeunesse contre les violences policières et le racisme, et qui était intervenu dans le sillage de l'affaire George Floyd aux États-Unis. Et du coup, j'aimerais qu'on aborde la raison pour laquelle l'analyse des mécanismes de production du racisme et ses manifestations dans la société française, elle est aussi problématique aujourd'hui, et elle a toujours été, mais elle est particulièrement aujourd'hui sous les feux des projecteurs. Et est-ce que, alors ma question, elle est un petit peu volontairement un petit peu je sais plus comment dire, mais challenging, on va dire. Est-ce qu'il est plus dangereux de nier ou de parler du prisme racial qui existe et se manifeste bel et bien dans nos sociétés, comme on a pu en discuter un peu plus tôt, et également qu'est-ce que le racisme et le concept de la race évoquent pour vous, et comment est-ce que on peut faire pour un sentiment d'appartenance nationale, une unité nationale dans notre pays, qui prend en compte les histoires de chacun, qui soit respectueuse des expériences de chacun, et qui soit pas dans le déni et dans la négation de l'existence des autres. Ma question, elle est longue. Et vous êtes bienvenus pour choisir certains éléments. Moi, je veux bien rebondir rapidement. Je vais essayer de faire court, juste pour reprendre ce que tu as dit quand tu parles de Macron et de l'affaire de George Floyd, de ce qui s'est passé. Mais en fait, Macron, il faut l'associer aux marches qu'il y a eu au 2 et au 13 juin. Ça aussi, c'est important de pas ramener le président français sur ce qui s'est passé sur un autre continent, mais de le laisser sur le continent français, sur le continent, dans le pays dans lequel il est, et de l'assumer face à ce qui se passe. Ça aussi, c'est pas bon. Rappeler les manifestations dont tu parles pour notre audience anglophone, s'il te plaît. Voilà, la manifestation du 2 et du 13 juin. Ça aussi, pour moi, c'est très important de le restituer de la façon dont, quand vous parlez de la France, et comment vous restituez Macron, vous l'associez pas à ce qui se passe en France, mais à la mort de George Floyd. Ça c'est une erreur pour moi. Encore une fois, c'est encore faire comme si ce qui se passait chez nous en France était moins grave et beaucoup plus grave en France, aux États-Unis. Donc moi, si je parle pour rebondir sur ce que tu dis, je restitue notre président Macron sur les violences qui se passent en France d'abord. Et oui, il y aura l'écho de George Floyd de ce qui va se passer, et il y aura la marche du 2 juin, la marche du 13 juin qui va réunir plus de 100 000 personnes, qui vont rester des dates historiques en France pour dans les violences policières. C'est la première fois qu'il y a autant de monde sur des lieux symboliques. Et quand je dis qu'il y a autant de monde, c'est pour répondre à ce que tu disais. Ça sera universel. Ça sera un message universel. Ça sera des personnes
de personnes issues de toutes catégories sociales. Il y aura énormément de jeunesse. Il y aura les quartiers populaires. Il y aura toute origine confondue. Il y aura toute religion confondue ou pas. Il y aura toute appartenance sexuelle confondue. Il y aura ceux qui subissent la violence policière en plein fouet qui seront là devant. Il y aura ceux aussi qui ne subissent pas ces violences-là, qui viennent des autres quartiers, qui ne vont pas rester spectateurs, seront là ce jour-là. Le peuple français, c'est ce que je dis, c'est le peuple, parce que ce jour-là, c'est ce peuple français, c'est tout le monde qui sort de tout horizon, de toute catégorie, qui vont venir marcher dans la rue. Et tout de suite, quand on va dans la rue, on va réussir, on va parler pour faire reculer ces violences policières-là. Et la réponse de Macron, c'est pour ça que je le restitue à la France tout de suite et non pas aux États-Unis, la réponse de Macron face à ça, au peuple, il va nous snober. Il va snober son peuple, où on va faire reculer ces violences policières. Il va tout de suite venir avec un discours de séparatisme dès le lendemain. 2 jours après, il va sortir, il va parler de séparatisme et il va nous parler de cette loi qu'il voudra mettre en place. Parce qu'il a compris qu'en fait, la France qui divise son peuple n'était plus un peuple divisé, mais un peuple qui pouvait avancer et marcher ensemble. Et ça n'arrange pas du tout la fonctionnalité française et comment la France a toujours géré son pays, où toutes les communautés étaient toujours, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Linlan, sur où on fait monter des communautés sur des communautés, l'un est mieux que l'autre. En fait, c'est fini ça. Ça, c'est fini. C'est de dire aujourd'hui, nous, on y va, on va ensemble. Et comment ça s'est construit? Très rapidement, je vais finir pour donner la parole. Ce qui va se passer le 2 et le 13 juin n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Quand le comité Adama fait un appel, les gens vont pas se dire on va aller suivre le comité Adama, à Traoré, parce qu'on s'ennuie chez nous. C'est 4 ans de travail. 4 ans de travail, 4 ans où on a sillonné toute classe, où on a été des petits villages français. J'y étais dans un village, dans un petit village, je crois qu'ils sont moins de 2000 habitants. La seule personne noire de ce village-là était la mère avait été adoptée une petite fille au Mali. C'était la seule personne noire et j'étais devenue la 2e personne noire de ce village. Ils étaient tous là avec le comité Adama. C'était en Bretagne et pendant 4 ans, on continue encore à faire des tournées de quartier. Pendant 4 ans, on a été dans plusieurs communautés et pendant 4 ans, on a été auprès des femmes de ménage, des sans-papiers, la communauté LGBT. C'est 4 ans où ça a été construit, 4 ans de travail. Et en fait, pour éviter en tout cas ce que la France a construit dans le séparatisme dans lequel ils rêvent, où ils ont construit la France, parce que la France a été construite sur un séparatisme. En fait, nous, on n'est pas comme ça en vérité. Et en fait, c'est de casser ça et de dire, nous, on ne va pas aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, le peuple français, quand on va sortir, on va aller ensemble. Par exemple, moi, je parle pas de convergence, je parle d'alliance. Parce que quand on converge, les gens, ils ont l'impression qu'on rentre dans leur combat. Et je leur dis, créons des alliances et créons des solidarités. Et ces solidarités vont faire que si il t'arrive quelque chose, je viendrai automatiquement. Et c'est ça, en fait. En cas, nous, comment on le construit, on veut le construire dans le comité Adama avec cette génération Adama qui arrive, c'est de dire, le peuple, on va pas le prendre par son origine ou ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, mais par rapport à son injustice et ce qu'il subit. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Et moi, j'ai envie de dire, moi, dans la famille Traoré, pour ceux qui ont lu le livre Lettres à Adama, on a toutes les origines, toutes les religions, il y a tout chez nous. Et ça, c'est représentatif aussi du combat et du combat de mon frère. En tout cas, la France a répondu comme ça. Et quand il y a la loi pour interdire filmer ou pas filmer, la France répond aux marches du 2 et du 13 juin. Ils se disent, oh là là, il y a un problème, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut qu'on les arrête, il faut qu'on arrête ce peuple-là, il faut qu'on impose le séparatisme, et on va mettre des lois pour casser tout ce mouvement-là. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est fini, ça. Le peuple a compris qu'on était beaucoup plus fort en avançant ensemble et surtout pas rentrer dans le séparatisme que Macron veut créer dans son pays, en France. Et c'est important de l'associer à la France en premier, avant de l'associer à d'autres morts dans d'autres pays, parce que dans d'autres pays, ces présidents-là aussi sont associés à leurs morts, et c'est important de garder cette identité-là, parce que c'est trop facile, et c'est comme ça que nos combats se diluent, parce qu'en fait, on va regarder ce qui se passe ailleurs, et on oublie ce qui se passe chez nous en France. Liliane ? Ouais.
Bah, ouais, c'est difficile de rebondir après ça, c'est tellement bien dit. En tout cas, je pense que en France, tu as vraiment un tabou autour de la race. Hein. On peut pas trop parler de race en France quand on est racisé déjà. Sinon, ça a l'air, sinon ça a l'air suspect. Et disons qu'il y a des valeurs, l'universalisme, le républicanisme qui sont en fait finalement, je dirais, des mythes. Parce que oui, bien sûr, moi j'aimerais bien atteindre cet idéal où, quelle que soit ta couleur de peau, t'es égal. Mais c'est pas, enfin, ça s'applique pas à notre vie pour l'instant. Et tant que ce sera appliqué, et il faudra continuer de combattre et il faudra continuer de parler de la race. Et le problème en France, j'ai l'impression, c'est que dès que tu parles de racisme, on te voit comme communautarisme. Quand tu parles à des communautés qui subissent les mêmes choses que toi, t'es un petit peu communautariste. On a l'impression que tu complotes contre les gens majoritaires, quoi, les blancs. Et souvent, je me suis pris des attaques en mode, moi, je vois pas les couleurs, moi, je suis colorblind, mais c'est un luxe, en fait, de ne pas pouvoir voir les couleurs. Si tu vois pas les couleurs, c'est justement parce que toi-même, t'es pas racisé et que c'est impossible pour toi d'imaginer ou de te mettre dans mes chaussures. Donc, c'est juste une question d'empathie. Et pour moi, le truc le plus violent, c'est de nier la race, c'est de nier qu'il y a eu une histoire coloniale, enfin, pas la nier aujourd'hui, mais de la faire passer un petit peu sous un tapis en mode ouais, c'est du passé, maintenant on oublie, pas de souci. Non, le problème c'est que l'héritage colonial, ses effets, ils existent encore aujourd'hui en France, c'est-à-dire que les inégalités liées à la colonisation, ça existe encore en France, il faut le reconnaître. Et pour moi, les solutions, c'est la mixité sociale. Enfin, tu vois, les gars, tu vois, les maghrébins et les noirs qui sont parqués dans des cités, c'est pas eux qui ont choisi de se mettre dans des cités, c'est pas eux qui se sont dit tiens, je vais me foutre dans une tour et je vais vivre toute ma vie comme ça. Donc faut vraiment rétablir les choses et faire de la pédagogie pour expliquer à tout le monde, voilà, comme tu disais, Mam, l'histoire de ces personnes et pourquoi elles sont là aujourd'hui, et démonter ce mythe de la France vous a accueilli, soyez reconnaissants. Ça, je l'ai beaucoup entendu aussi. Non, t'es là parce que t'es en droit d'être là. J'ai pas de compte à rendre à la France, et c'est pas parce que je critique la France que je la déteste. C'est justement parce que je suis née ici, que c'est aussi chez moi, que j'ai envie d'améliorer les choses. Voilà. Alors, Linlan dit, ce n'est pas parce que je critique la race que je la déteste. Moi, j'irai plus loin pour dire que cet antiracisme-là, c'est une exigence envers la France. C'est une exigence pour que la République puisse enfin atteindre. Parce que on nous dit souvent, en France, on n'a pas de problème de race, c'est un problème de classe ou un problème de manque d'intégration aux valeurs occidentales. Et il faut demander à Michel Zecler pourquoi il s'est fait frapper. Il s'est fait frapper parce qu'il était dans un quartier riche où il n'était pas censé être. Donc la classe, sortir une réussite sociale ne protège pas de ces problèmes. Et juste, pour terminer, aujourd'hui on nous parle de tous ces termes qui sont extrêmement galvaudés, république, républicanisme, universalisme. C'est de l'idéal, Et on est dans un monde idéal où le racisme n'existe pas parce qu'on a enlevé le mot race de la majorité de nos documents officiels. Et il ne faut pas oublier que ces valeurs-là, c'est un idéal, c'est un horizon qui doit épouser les formes de notre société. On ne peut pas vivre avec le même horizon sous Napoléon III qu'aujourd'hui en 2020. Et c'est un horizon qui doit s'adapter aux mutations démographiques, sociales, aux challenges de nos sociétés, tout en imposant un but qui est toujours à atteindre. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'idéal, le pouvoir performatif du mot, s'est substitué au réel, et on est dans une société qui se rêve au lieu de se voir dans son miroir. Donc, au lieu de prendre un miroir, on va prendre une longue vue et on va regarder les problèmes au Brésil, on va regarder les problèmes aux États-Unis, mais ici, tout va bien. Eh ben non, on vit dans un monde où l'universalisme est devenu une manière de lire, une manière de vivre le monde qui ne laisse pas de place aux différences, un monde qui ne dit jamais sa couleur, un monde qui fonctionne sur le droit naturel d'ancienneté, un monde qui fonctionne sur un universalisme qui bâillonne, un universalisme qui va occuper tous les écrans, les colonnes de tous nos magazines, tout en criant à la dictature des minorités, tout en criant à la tentative d'assassinat de la raison républicaine. C'est un universalisme qui va se barricader derrière des mots comme grand remplacement, dictature des identités, repentance mémorielle,
victimisation, indigénisme, terrorisme identitaire, des trucs qui veulent absolument rien dire. Et en fait, tout ça pour cacher que aujourd'hui, il y a des gens comme Linlal, comme Assa, comme toi, comme moi, comme Anthony, Grégory, Amadou, qui faisons partie d'une génération de personnes qui veulent vivre dans un monde où les discours et les outils ne sont plus en rupture avec le réel. Moi, je demande ni repentance, ni prime à la victimisation. Je veux juste être dans ce pays et pouvoir dire je. Et il faut que ce pays puisse réaliser qu'on ne peut plus se contenter de ce pseudo-universalisme-là qui désintègre, qui érode les aspérités et qui refuse de vivre avec son temps. Il est temps, voilà, qu'on démocratise la République, qu'on démocratise la France. Et pour revenir, par rapport à ce que ça disait, on ne va pas attendre des institutions, on le fait, et on le fait déjà juste en existant. Et cette existence-là qui est en danger quand on essaie de l'effacer, soit physiquement en tuant nos frères, soit en tuant nos désirs, en tuant nos envies, voilà, d'essayer de nous effacer. Et nous sommes là. Et nous, on est là. Et comme disait Alice dans Marianne Noire, on n'ira nulle part. On est là et c'est comme ça. Et ce n'est ni par amour, ni par détestation de la France, parce que c'est notre pays. Et parce que c'est notre pays, on va être exigeant envers ce pays. Merci à toutes les trois. J'ai pas grand chose à ajouter. Vous avez tout dit. Donc, pour passer plus rapidement aux questions et aux commentaires, la seule chose que je rajouterais effectivement, c'est l'importance de reconnaître le passé, l'importance de l'aborder, de parler, de ne pas être dans le déni, et de recevoir les expériences et les histoires de chacun et de chaque communauté et de chaque individu comme valides, parce que c'est le seul moyen d'éviter justement cette exclusion et tous les risques que ça peut amener en termes de sécurité intérieure, de sécurité globale également, etc. Je pense que vraiment, il y a un travail à faire sur l'inclusion, sur la reconnaissance de l'histoire et l'acceptation de la responsabilité de la France dans l'histoire qui a développé les manifestations les manifestations du racisme qui existent encore aujourd'hui et que nous vivons au quotidien. Je vais laisser la parole à Yasmine pour les questions de l'audience. Malheureusement, vu le temps, on n'aura pas répondre en premier parce qu'elle peut partir. On laissera ça répondre très vite parce qu'elle doit. Voilà, exactement. Est-ce que Yasmine, tu peux nous partager la première question? On n'aura pas beaucoup, mais. Yasmine devait partir. Ok, on fait ça alors. Alors, il y avait une question sur expliquer le degré de racisme qui joue dans les interactions sociales au niveau micro. Pourquoi c'est plutôt les femmes qui sont les personnes qui sont au bout des protestes pour l'activisme, c'est pourquoi au lieu des hommes. Ça répond. Pas les femmes, parce que. Oui, pourquoi c'est les femmes? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est Amal? Pourquoi c'est les Russes? Parce qu'on tue nos frères. Parce qu'on tue nos frères. Parce que nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde. Nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France. Nos frères nuisent à cette société-là. Nos frères, leur voix n'est même pas entendue. On les voit même pas. Nos frères sont transparents pour cette société-là. Donc, nos frères, sont abattus. Nos frères nuisent à cette société-là. Nos frères sont enfermés. Donc, nos frères ne sont plus là. Donc, les sœurs vont prendre la parole parce que on va tuer nos frères. Moi, quand mon frère va mourir, ils ont enlevé confiance même en nos frères. Vous savez, quand le film des Misérables va sortir, je vais beaucoup entendre dire oui, mais bon, dans le film de Ladji, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes. J'ai envie de dire, mais il y a un problème. Nos frères, si les hommes avaient été mis à l'écran, si les hommes avaient été valorisés, si les hommes avaient été regardés, si les hommes avaient été entendus, écoutés de cette façon-là, peut-être que le regard qui aurait été posé sur mon frère aurait été différent. Peut-être qu'on aurait regardé mon frère différemment. Peut-être qu'on aurait eu de l'humanité
envers mon frère, peut-être qu'on n'aurait pas tué mon frère. Donc aujourd'hui, ces hommes-là sont des hommes issus d'une minorité qui subissent des violences policières. Alors pourquoi vous voulez opposer des combats de femmes et des combats d'hommes qui eux aussi vont mourir? Parce que ces hommes-là aussi cherchent juste à survivre et à vivre, à ce qu'on les regarde et à ce qu'on les entende, et à ce qu'on leur dise je suis là, j'existe et je respire. Et en fait, c'est ce statut-là qu'on doit redonner. Et moi, c'est ce que je vais, en tout cas dans mon combat de mon frère, c'est ce que j'ai envie de faire, de dire on va redonner la parole à ces hommes-là à qui on a enlevé la parole depuis trop longtemps. Et moi, en tant que femme, je reçois pas la même violence. On pourrait faire un autre débat sur la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes, il y en a énormément, mais c'est pas la même violence. C'est une violence sur le corps, mais c'est du corps intérieur. Vraiment. Mais ça, c'est un autre débat parce qu'on peut parler aussi de ces violences-là du corps par rapport au corps de la femme. Des fois, c'est des violences qui sont complètement invisibles et c'est des violences qui sont pas entendues. Mais comme elles sont invisibles, c'est pas pareil. La violence des hommes, elle est beaucoup plus physique. On la voit, on les tue, on les abat. Donc la femme va se lever et va dire, et va prendre la parole. On n'a pas le choix. Moi, j'ai jamais demandé à prendre ce rôle-là. J'ai jamais demandé à être là. J'ai jamais demandé à être une sœur qui va défendre son frère parce que normalement, j'ai même pas à me battre pour défendre mon frère qui est mort. Mais j'avais pas le choix, on m'a imposé. Quand je dis que je suis devenue une soldate malgré moi, c'est qu'ils ont construit ce que je suis, que je n'ai jamais rien demandé comme n'importe quelle sœur. Donc oui, ça sera malheureusement à contre-choix et pas de notre volonté qu'on sera là pour défendre nos frères, parce que nos frères, en fait, on les a muselés depuis toujours et depuis très longtemps. Et c'est pour ça que les sœurs vont venir. Mais aujourd'hui, on va renverser ça et les faire exister dans l'espace public, sur le grand écran et partout. Et moi, je salue le film de Ladj où on voit beaucoup d'hommes et majoritairement des hommes et je leur dis oui, ce sont nos frères, regardez-les, regardez ces hommes noirs, regardez ces hommes arabes, ils existent, ils peuvent péter l'écran, ils peuvent être là, c'est un film qui peut tourner et on va les regarder à travers le monde entier et on va peut-être mettre un regard humanisant et de dire oui, ah bah ces hommes-là sont peut-être des personnes qui peuvent participer à la construction de tout ça. Donc pour moi c'est important et normalement on ne devrait même pas se battre malheureusement. Les sœurs, on est là parce qu'on n'a pas le choix. Il y a le journaliste Anthony Vincent qui a écrit un très bon article qui est sorti, je crois, il y a 2 semaines sur la question pourquoi ce sont des femmes qui sont en avant. Il y a des hommes. Je pense par exemple au frère de Gay. Il y a des hommes qui sont derrière ces comités, Justice pour. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant en France, c'est que pendant très longtemps, on aura peut-être mis les filles en avant et cette mise en avant, elle est aussi mise en parallèle sur d'autres plans de la vie, que ce soit dans le milieu de l'éducation ou même de l'insertion professionnelle, où on veut dire oh les filles quand même elles sont beaucoup plus faciles. Donc voilà, et on reste sur ces visions du corps noir, masculin, noir ou arabe comme quelque chose qui est impossible à assimiler, impossible à intégrer. Et s'il y a quelque chose à sauver, parce que rappelez-vous quand même, ce sont des gens qu'on doit civiliser, s'il y a quelque chose à sauver, à civiliser, ce seront les corps féminins. Donc on va utiliser cette philosophie-là pour essayer de sauver les filles, ou aussi essayer de mettre en lumière quelque part les femmes en disant mais c'est tellement mimi, c'est ce truc maternel, les femmes ont cet instinct maternel, et ce discours est très dangereux parce qu'il dépolitise complètement l'action de ces comités de famille qui sont menés par des sœurs comme toi ou comme Amal, parce que ce n'est pas juste une espèce d'instinct comme ça de protection que les femmes auraient naturellement en elles, mais il y a un vrai projet politique. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de ta conception de la convergence contre est-ce qu'on converge ou est-ce qu'on se met temporairement ensemble pour savoir comment, venant des quartiers ou étant des jeunes, je ne sais pas, qui commencent la vie professionnelle ou pour l'engagement pour l'environnement, on peut se mettre ensemble parce que pour quelques instants, on va faire un petit bout de chemin parce qu'on a un ennemi commun ou on a un but commun. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que quand on a tendance à avoir cette lecture par le genre, on peut passer à côté ou dépolitiser l'action de ces comités qui sont menés par des femmes qui vont bien au-delà de juste l'action soit de sœur ou l'action maternelle, de cette protection maternelle que des femmes auraient naturellement envers des hommes.
Oui, et juste pour rajouter, après, ça c'est un autre débat où on pourrait aller très très loin. Il y a l'histoire aussi du fantasme sexuel sur la femme exotique, hein, que ce soit la femme noire, asiatique, ou Afrique du Sud, ou Amérique du Sud. Voilà, il y a tout aussi quelque chose qui a été construit autour de ça, où on est beaucoup plus maniable, où ils ont l'impression d'avoir un rapport de domination un peu sur nous. C'est beaucoup plus facile, mais ça, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps sur un long temps. On peut pas en parler comme ça rapidement. Ça aussi, c'était intéressant sur la construction de comment on est perçu, de comment on est vu, de comment on avance et comment on regarde l'homme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parle du film de l'âge, c'est qu'en fait, en France, on oppose l'homme et la femme. C'est comme dans les quartiers, on va dire oh le frère il est violent, oh le frère il parle malade. Et nous on est nous hommes blancs, nous sommes tes sauveurs, on va venir te sauver de eux, on va t'opposer à ton frère noir, à ton frère arabe parce qu'il a ce comportement là avec toi, alors que eux aussi peuvent avoir des comportements, mais en fait on est toujours dans cette opposition là et c'est là où il faut faire très 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 attention, ne jamais opposer les combats des hommes non blancs et le combat des violences des femmes ou des féministes. Jamais. En fait, il n'y a pas de comparaison à faire entre nous, avec nos frères ou nos sœurs, ou entre les hommes et les femmes. Il y a le combat des hommes, il y a le combat des femmes, mais il n'y a pas d'opposition. Et encore, c'est encore une façon d'avoir une domination sur nous. C'est de nous opposer. Quand on s'oppose, bah, on met la femme qui va descendre son frère ou vice versa, et en fait jamais de la vie. Et ça, il faut pas le faire. Et cette opposition-là, on l'entend souvent de dire oui, mais bon, Assa Traoré, vous en tant que féministe ou en tant que femme, je dis mais en tant que sœur déjà. Et vous m'opposez pas sur vous m'opposez pas à un homme de quartier, vous m'opposez pas à mon frère, vous m'opposez pas à un autre homme. Mais ça aussi, c'est un autre. On pourrait en parler encore beaucoup plus longtemps sur ce sujet-là. Sur la place, en tout cas, de la femme. La place de la femme va beaucoup déterminer la place de l'homme qu'on va donner en France, en tout cas. Absolument, merci. Mbeka, on arrive quasiment à la fin, là, ça risque, enfin, dans 8 minutes, on est au bout. Donc, c'est génial parce que la discussion a été super riche. Plutôt que malheureusement, on va pas pouvoir prendre d'autres questions parce qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. Ce que je vais faire, c'est plutôt laisser la place pour vous exprimer quelques minutes si vous voulez terminer sur un sujet en particulier, si vous voulez apporter un autre élément de discussion pour les dernières minutes, et ensuite on va clôturer et remercier tout le monde. Qui veut ajouter un élément? Linlan, peut-être? Ouais, c'est bien qu'Assa parle de la fétichisation parce que là, c'est ça. Je crois vraiment à ce moment-là où j'ai compris qu'il y avait un problème dans le racisme enfin, comment dire, que c'était important l'intersectionnalité, c'est-à-dire que faut pas combattre le racisme en mode ouais je protège ma communauté et tout. Non, c'est pas ça, c'est que en fait il y a plein de communautés différentes qui sont concernées par le racisme. Et quand Amandine Gay, par exemple, dans une interview qu'avait faite France Info, elle disait bah tiens moi parce que je suis noire on m'appelle ma panthère machin, tu es sauvage. Et en fait j'ai compris que la fétichisation elle touchait pas que les asiatiques. Moi j'étais persuadée que c'était le cas, que voilà on les voyait comme soumises, dociles, etc., mais que les autres n'étaient pas concernés. Mais voilà j'étais dans l'ignorance, voilà, et ça a été un réveil de voir que toute femme finalement entre guillemets héritière de la colonisation allait subir ces différents fantasmes, cette exotisation, enfin je sais pas si c'est le mot, mais de la part d'hommes blancs souvent, faut le dire. Juste une minute, hein, juste pour vous donner une anecdote, j'ai fait une couve et on fait une couve, on fait plein de photos, tout ça, et en même temps, à un moment donné, ils vont sortir plein de fumée et ils sortent plein de photos. Donc il y a une photo où je suis assise comme ça, les cheveux en l'air et la fumée derrière. Et il y a une photo où je suis juste avec mon t-shirt et je suis droite. Et dans la couve, on me dit oui, on veut mettre la photo. Ah non, faut mettre la photo avec tes cheveux, avec la fumée derrière. Je dis mais c'est bizarre, ça fait un peu, on dirait une chanteuse qui sort un peu d'un truc un peu sauvage. Je dis le message il passe pas. Ah non, Assa Traoré, c'est original, c'est celle-là qu'il faut. Je leur ai dit non, mais non c'est original. Mais original de quoi? Je leur ai dit montrez-moi toutes vos couves.
Je leur ai dit, la dernière fois que vous avez mis une femme noire, c'était quand? C'était à Missy Elliott, c'était il y a 10 ans. Je dis, bah voilà, je suis votre originalité. Vous n'avez pas besoin de mettre de la fumée derrière. Vous n'avez pas besoin de me mettre les mains écartées sur les jambes, avec les cheveux en l'air. Bah, juste le fait de me mettre juste là comme ça en tant que femme noire 10 ans après, je sors de l'original. Et ils étaient complètement déçus parce qu'ils voulaient le truc un peu exotique. Franchement, si je vous montre la photo, mais moi j'en ris. Je leur dis, mais ils sont sérieux, ils sont fous. Mais c'était dans leur imaginaire, pour eux, c'était comme ça. Parce que j'étais une femme noire avec des afros, avec la fumée derrière, ça faisait un peu, on dirait un... Mais bon, et je leur ai dit non, ils étaient très déçus, mais c'est une qui s'est très bien vendue avec l'image toute simple. Ben moi, je vais terminer en rebondissant sur tout ce qui se passe en ce moment. Cette volonté de sauver la France qui serait mise en danger par des indigènes, par ce mouvement antiraciste et cette tendance qu'on a à opposer universalisme et antiracisme. Et comme je l'ai dit, pour moi, l'antiracisme tel que nous le portons dans nos engagements, dans mon travail, dans le travail de Lindan, dans le travail d'Assa, il n'est pas là pour tuer la République, il est là pour demander justement à la République ou la France, je ne sais pas, l'État-nation, de justement regarder là où il y a eu des failles dans l'idéal de communauté que l'on veut construire et parce que ces failles-là, elles sont montrées, tout à l'heure tu as parlé d'intersectionnalité, elles sont montrées par ceux qui vivent au plus bas du bas de la société, ceux qui accumulent le maximum, on va dire, de discrimination. Adresser ces discriminations, par essence, devrait nous permettre d'adresser certains des handicaps que notre société a aujourd'hui. Et donc moi, j'ai envie de parler à toutes ces personnes que l'on voit à longueur de journée nous dire que nous sommes étrangers, parce que j'ai bien rigolé hier à ça. Ils ont dit, ah mais regardez, même sa coupe est étrangère, elle a un afro comme Angela Davis, la manière dont nos cheveux poussent naturellement dans nos têtes. Donc voilà, ancrer tout ça en France, et puis on va l'ancrer tout doucement, on va l'ancrer naturellement, parce que toutes ces histoires, ce ne sont pas des histoires américaines, ce ne sont pas des histoires brésiliennes, elles touchent à l'Amérique, elles touchent à la Caraïbe à cause de la circulation qui est née justement dans le cas, moi, de mes études, qui sont les études sur la négrophobie. Ces circulations, elles sont nées de l'histoire de la colonialité, de la colonisation, elles sont nées de l'histoire de l'esclavage, ce qui fait qu'on retrouve des thèmes un peu partout, mais il y a un ancrage en France, un ancrage qui est dû à la manière spécifique dont la France va construire l'idée d'identité nationale. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que eux? Et à partir de là, nous, nos histoires, ce sont des histoires françaises. Et qu'on le veuille ou non, on est là et on va continuer d'écrire cette narration qui n'a pas commencé avec nous, qui n'a pas commencé avec nos parents il y a 2-3 générations, mais qui a commencé avant, dans les années 20, dans les années 30, au 19e siècle, quand des Noirs, des Français issus d'eux, vont écrire ce que c'est d'être français et ayant un pied aussi dans l'ailleurs. Et ça, ce sont des histoires de France. On va terminer cette discussion là-dessus, sur ces belles paroles. Merci infiniment à chacune d'entre vous. Merci aux traductrices pour le travail effectué ce soir. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis à ce panel d'exister et d'avoir lieu. Je suis vraiment ravie de vous avoir eu ce soir avec moi pour cet événement. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que le message, évidemment, que j'ai mis sur... Je vois les messages défiler sur la boîte de commentaires. Ça n'arrête pas. Ce qu'il faut en retenir au final, c'est que c'est un combat universel, le racisme. La lutte contre le racisme et les violences policières et les violences systémiques, c'est un combat universel, qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans, et que peu importe la couleur, peu importe la couleur de peau, peu importe l'origine, la religion, le sexe, le genre ou autre, on a notre responsabilité à jouer dans cette lutte-là. Donc travaillons main dans la main, comme Assa l'a dit, l'alliance est essentielle. Merci encore infiniment à chacune d'entre vous et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci.